Bonsoir, bienvenue sur Dialogue avec. Nous sommes mardi 15 octobre. Aujourd'hui, nous recevons Madame Marie-Josée Ifoko. Je la présenterai un peu plus tard, juste après vous avoir présenté nos collègues de Dialogue avec. Nous avons avec nous ce soir Yves, notre intervenant d'Espagne. Bonsoir Yves. Bonsoir, bonsoir Patrick. Bonsoir. Nous avons aussi évidemment le Père Jean-Pierre qui interviendra de Rome. Bonsoir Père Jean-Pierre. Bonsoir Patricia, bonsoir Yves, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers les différents réseaux, à travers les différentes plateformes. Content de retrouver encore nos téléspectateurs aujourd'hui et fier aussi de retrouver Patricia et évidemment et aussi Yves. Merci beaucoup Père Jean-Pierre. Alors donc nous allons accueillir notre invitée, Madame Marie-Josée Ifoko. Madame Marie-Josée Ifoko, bonsoir. Bonsoir Madame Patricia, bonsoir Père Jean-Pierre. Nous avons aussi Yves, intervenant d'Espagne, qui sera avec nous. Ah ok, bonsoir Yves, désolé. Bonsoir Madame. Bonsoir. Madame Marie-Josée Ifoko, merci beaucoup de nous accorder cet entretien sur Dialogue avec. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Ça fait longtemps justement que nous voulions vous recevoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes une personnalité politique, présidente du parti Alliance des élites pour un nouveau Congo, en sigle AENC, fondatrice de la doctrine La rupture du système, de la prédation par la congolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Madame Marie-Josée Ifoko est gouverneure honoraire de la province de la Chuapa. Elle est aussi ancienne directrice générale de Congo Motors. Vous êtes également révérende de l'Église Royaume de la Consolation divine. Ça sera pour nous l'occasion de revenir sur votre parcours professionnel et votre vision du Congo. Donc, bonsoir Madame. Donc, nous allons commencer, comme nous commençons toujours notre émission, par vous inviter à parler de votre parcours scolaire et d'étudiante. Mon nom c'est Marie-Josée Ifoko, comme vous venez de le dire, Mputampunga, quand je rajoute notre post-nom congolais. Je suis congolaise de père et de mère. Je suis née à Kinshasa et je suis fille de diplomate. Nous avons grandi à l'extérieur du pays et un peu de temps en temps, nous sommes rentrés ici au Congo. Donc, j'ai étudié une partie de mes études primaires en Belgique et une autre partie de mes études secondaires à Kinshasa, donc lycée Sacré-Cœur, Kabambar. C'est là que j'ai fini d'ailleurs, que j'ai eu mon diplôme d'État. Et ensuite, je partirai pour la France. C'est vrai que j'ai fait pas totalement une année à l'université de Kinshasa, mais j'avais commencé à l'université de Kinshasa, mais je n'avais pas terminé. On est parti en France, mon père était muté en France, et donc j'étais à Paris 8. J'ai commencé mes études universitaires dans le programme Pouvoir, Administration, Échange. 2 ans plus tard, j'ai dû quitter. Je me suis mariée quand même assez jeune, donc j'ai été vivre au Canada. Après avoir eu 3 jeunes filles en 4 ans, donc j'ai repris les études à l'Université du Québec en administration. Et j'ai fait aussi une année de décoration intérieure. Je suis passionnée pour la décoration intérieure. J'ai fait le design aussi de mode. Et c'est après que je rentrerai au Congo en 2004 que je viendrai m'installer. Et vous avez demandé juste le parcours, pas professionnel, oui, hein, on est encore au niveau des études. Oui, s'il vous plaît, on est encore au niveau scolaire et étudiante. Merci. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et en ce moment, je suis un programme au niveau de l'université de Selinus en Italie. C'est un programme qui nous permet à travers notre CV, à travers notre parcours professionnel et même notre parcours estudiantin de nous aider à obtenir un diplôme. Et donc, je suis en train de poursuivre ce programme en ce moment jusqu'à atteindre mon master. Merci. Nous voyons, ça se voit que vous avez une passion pour la décoration intérieure. C'est très joli derrière vous, mais on va revenir plus
ça. Merci. C'est un très beau décor, d'ailleurs l'un des plus beaux que nous avons eu sur Dialogue avec depuis qu'on a commencé. Merci sincèrement. Donc voilà, donc merci de nous avoir rappelé un peu votre parcours, mais pour revenir un petit peu, hein, parce qu'on est allé assez vite là, quels sont les moments clés hein, de votre enfance qui ont façonné la femme que nous avons devant nous aujourd'hui? D'abord, mon premier voyage, quand j'avais l'âge de 8 ans, quand nous sommes partis en Hollande en mission diplomatique, c'était un moment vraiment important pour moi. J'ai trouvé ça extraordinaire quand je suis arrivée dans ce pays, de voir ce développement, tous ces changements-là. Lorsque j'ai étudié dans les internats en Belgique, où il y avait beaucoup de rigueur et des disciplines, qu'est-ce que je peux encore ajouter dans mon enfance? Ben, je ne sais pas, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été un peu une femme révolutionnaire, un peu rebelle. Mon père l'a toujours dit. Et j'ai toujours été un peu innovatrice comme ça, une femme qui ose, qui est courageuse. Mais je pense que ça part de mon enfance aussi, le fait qu'on ait voyagé assez facilement comme ça. On a eu l'occasion de rencontrer d'autres cultures. Je pense que ça nous façonne aussi. Donc, du coup, on n'a pas trop peur puisqu'on a eu à jouer avec d'autres cultures dès notre enfance. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé d'abord à m'accepter qui j'étais. Je suis congolaise et je suis très fière de l'être aujourd'hui encore plus. Mais tout simplement, le fait d'avoir côtoyé d'autres cultures, je pense que ça m'a vraiment façonnée. Merci. Une autre petite question de ma part. En tout cas, est-ce que votre père était une personnalité politique au Congo? C'est un diplomate. C'est un diplomate. Il était diplomate, oui, de carrière. Un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État. D'accord, merci. Mais je vais donc donner la parole au père Jean-Pierre. Peut-être qu'il a une question, ou à Yves. Donc, pour le moment, je dirais que je n'ai pas encore de questions, mais juste une observation. Madame a dit qu'elle a mis au monde un peu plus tôt et qu'en 4 ans, elle avait déjà 3 enfants. C'était voulu ou quoi? Un peu de décalage peut-être, hein, on dirait. Oui, la connexion. Et on ne vous entend plus, madame. Est-ce que vous nous entendez là? Il y a un petit souci, hein, de connexion déjà. Ouh. Ouh. Dommage. Ok. On va lui demander de se reconnecter. Et puisque j'ai vu qu'elle riait, qu'elle avait entendu la question, et puis plus rien. Et voyons un peu si on peut vite la récupérer. Pas encore. En tout cas, elle est bloquée. Ouais. Bon. Elle va certainement changer de connexion Internet. Ouais. Alors, je crois qu'elle va se reconnecter. Hein. Je vois que elle n'est plus là et elle va se rendre compte, elle va se reconnecter et nous revenir vite puisque sa connexion était quand même bonne. Hein. Et puis, oui. C'est dommage. Ouais, la connexion de Kinshasa. La misère de Kinshasa, n'est-ce pas, Yves? Moi, aujourd'hui, je suis content. On est qualifié pour la CAN. Donc, je ne veux pas critiquer Kinshasa spécialement aujourd'hui. Ah, voilà. Donc, bravo, Léopard de la République démocratique du Congo. C'est pour la CAN, ça, ou bien? Oui, c'est pour la CAN. Alors, je vais vous faire une idée. Bon, non, voyons d'abord, je crois que madame nous a vite rejoint. Ça, c'est la misère de Kinshasa, madame, mais nous sommes un peu habitués. Hein? Bon, voilà. Désolé, ça est tout fait là. Oui. Ce n'est pas grave, ça arrive. On est un peu habitué avec Kinshasa, mais heureusement, c'est stable. Donc, on va revenir au père Jean-Pierre qui avait posé une question. Est-ce que vous avez entendu sa question? Non, j'entendais parler. Non, je n'ai pas vraiment entendu. Ok. Alors, ma question, madame, c'était, vous avez dit que vous avez eu 3 enfants en 4 ans. J'ai dit, mais est-ce que c'était voulu ou bien
Bon. Voilà un peu. Je ne sais pas comment continuer, mais vous avez compris ma question. Oui, ben, j'ai préféré faire les enfants très vite, bien que j'en ai eu après aussi, mais j'ai préféré les faire rapidement, comme ça me permettait de retourner à l'école aussi. Ah oui, oui, ok. Ça, c'est l'unique question que j'avais, Patricia, pour le moment. Merci, merci. Donc, on va donc revenir un petit peu à votre parcours d'étudiante. J'aimerais savoir, pendant votre parcours, quelles sont les différentes étapes qui vous ont mené, en fait, à entrer en politique? En fait, pendant mon parcours estudiantin, rien, absolument rien. Ok. Moi, la politique, j'aime pas du tout la politique et ça m'a jamais intéressé, en fait, la politique. J'ai toujours regardé ça de très loin. Vraiment, vous serez surpris de comprendre pourquoi je suis entrée en politique. C'est quelque chose qui m'a vraiment jamais intéressé. D'accord, vous nous expliquerez plus tard alors comment est-ce que vous êtes entré en politique. Alors, on va parler un petit peu. Yves, tu as une question avant qu'on passe au parcours professionnel? Non, je voulais savoir si elle a fait la déco intérieure à l'école ou bien c'est juste en lisant les revues et en visitant des châteaux qu'elle a découvert une passion pour la décoration. En fait, c'est une passion au départ. C'est une passion. J'ai au moins 100 tableaux des artistes congolais. D'ailleurs, je suis en train d'ouvrir une galerie. C'est parti d'une passion. Et j'ai pris des cours de décoration juste pour connaître un peu les styles. Et ça m'a sûrement aidé. Ça m'a aidé à agencer, à harmoniser. Mais c'est d'abord au départ une passion. Le voyage, la lecture, les magazines, tout ça a aidé. Tout ce que j'ai eu à visiter dans le monde, j'aime le beau en fait, j'aime le beau. Ça se voit. Même naturel, hein, même naturel. Ça se voit. Ça se voit, mais vraiment. Donc, on va parler de votre parcours professionnel. Je vais vous laisser nous guider, mais je sais que, j'aimerais que nous commencions à partir de Kinshasa, parce que et comme ça, petit à petit, nous allons aller vers votre entrée en politique. Ok. En fait, j'ai évolué essentiellement dans la vente et le marketing, un peu malgré moi. Je me suis retrouvée dans cette profession-là un peu malgré moi. C'était pas un choix. Il fallait travailler. On était dans le besoin. Il fallait mettre la main à la pâte. Et j'ai trouvé une opportunité. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la vente. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la vente et le marketing en France, au Canada. Et ensuite, quand je suis rentrée au Congo, d'abord en 2000, j'ai commencé à rentrer petit à petit en 2000. Et c'est en 2004 que je me suis installée au Congo. Et j'ai commencé d'ailleurs dans la décoration intérieure. Les 3 premières années, j'ai travaillé dans la décoration intérieure. Souvent, je n'en parle pas, c'est vrai, mais c'était ça. Je le faisais un peu spontanément. Et c'est en 2007 que j'ai eu l'opportunité de travailler à Tract Afrique, donc dans la vente de l'automobile. Alors que j'ai eu l'expérience de la vente de l'automobile au Canada. Et je me suis retrouvée encore une fois dans ce métier de la vente. Comme je vous dis, un peu malgré moi, ce n'était pas un choix voulu, mais c'était une opportunité qui s'est présentée à moi. Et comme je m'y connaissais, alors j'ai accepté de recommencer parce que j'étais déjà responsable de vente. Mais quand j'ai recommencé à Kinshasa, j'ai recommencé comme conseillère en vente. Et comme je suis une personne passionnée de nature, hein, je suis passionnée, quand j'aime quelque chose, je le fais très bien. En une année, je suis devenue directrice commerciale, en une année. Et 2 ans plus tard, je deviendrai directeur général adjoint, mais je change d'entreprise hein, parce que il y avait la concurrence qui était assez forte. Donc, j'ai fait 3 entreprises en 4 ans. Et 4 ans plus tard, je deviendrai directeur général. Donc, j'ai vendu, comment dire, ma mère disait, je vends les véhicules comme si je vendais du pain, quoi. Donc, je vendais, mais vraiment sérieusement. J'avais trouvé l'entreprise, elle faisait 100 véhicules, entre 80 et 100 véhicules par an. Il y en a une, je suis montée jusqu'à 800 véhicules, une autre jusqu'à 500 véhicules. Et la dernière, la société n'en revenait même pas là où je suis devenu directeur général. J'ai ramené des marchés comme ils ne pouvaient même pas imaginer, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la vente de l'automobile jusqu'à devenir directeur général des structures des multinationales. Et c'est en 2000, pendant que je vivais à Kinshasa, au fait, je voyais tout le monde aller à l'église et c'est quelque chose que je ne comprenais vraiment pas, cette attitude-là. Et j'ai été curieuse d'accompagner un peu ma sœur qui allait à l'église pour comprendre, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc bref, en suivant un peu, c'est un peu long à raconter, mais en l'écoutant, je m'en moquais vraiment beaucoup. Et puis petit à petit, je commençais à suivre et je trouvais ça un peu intéressant et je commençais à appliquer cette parole-là
Parce que je me disais, mais si c'est vrai ce qu'ils sont en train d'enseigner, le Congo ne devrait pas être comme ça, puisqu'il y a 36 000 églises, tous les Congolais sont chrétiens, mais pourquoi ils sont dans une telle misère? Alors je me suis dit, ben, peut-être qu'ils ne respectent pas la règle ou bien ils n'appliquent pas la parole, tout simplement. Et c'est de là que j'ai vécu une expérience personnelle moi-même à travers ma foi. Et j'ai eu cette grâce-là de monter comme ça en grade assez facilement, mais c'est vrai qu'il y avait le travail derrière. Et j'ai commencé petit à petit à prier pour les Congolais, pour demander à Dieu d'aider aussi les Congolais, comme il m'a aidé moi à avancer en 4 ans. Et en 2015, donc j'avais comme clients les députés provinciaux de plusieurs provinces, dont ceux de l'Équateur. En 2015, il y a eu des démembrements, je crois, en mars 2015, il y a eu des démembrements. Et la Tchouapa, d'où je suis originaire, est devenue une province. Je n'y avais jamais mis les pieds. Et donc pour moi, c'était une découverte parce que je me disais, ben, tiens, chaque fois que je parlais avec les députés provinciaux et je disais, ben, un jour, je viendrai là-bas comme gouverneur. Mais on le disait en rigolant, quoi. Et eux me disaient, oui, maman, viens, 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 on est sûr que tu apporteras quelque chose. Tu es tellement une battante, tu t'es battue pour nous trouver des véhicules, pour nous trouver un financement. Donc, on est sûr que si tu viens en province, tu vas trouver les moyens de développer la province. Donc, bref, en 2015, il y a des démembrements. Et c'est là, pour la première fois, je vis cette aventure d'aller chez mes parents, à Bouendé. Et arriver là-bas, je vous assure, c'était la désolation. Pour moi, c'était vraiment, j'ose pas utiliser le mot, mais je trouvais ça horrible de voir une telle misère, alors que je me rappelle comment mes parents nous ont parlé. Je me rappelle peut-être quand j'étais enfant, ma mère m'a emmené même une fois, mais je ne me rappelle même pas, peut-être j'avais 2 ans ou 3 ans. Mais ce que je voyais là, c'était la désolation, quoi. Alors, il y avait un peu la peur. Tu dis, mais tu vas venir faire gouverneur ici pour faire quoi exactement, en fait? Donc, bref, j'ai quand même posé ma candidature. Et 1 mois ou 2 mois plus tard, vous connaissez le Congo aussi bien que moi, il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus d'élection. On apprend qu'on va nommer des commissaires spéciaux. Alors, comme je n'étais pas dans un parti politique, comme je ne m'intéressais pas à la politique proprement dite, je me suis dit, ben, j'ai aucune chance. Mais je continue à travailler. J'étais directeur général, donc je n'avais pas un problème de travail. J'ai continué à travailler. Mais je continue à prier aussi pour dire à Dieu, si tu veux que je m'aventure dans ce milieu-là, en tout cas, ben, il va falloir faire un miracle. Et le miracle est arrivé. On m'a contacté pour me demander si ça m'intéresserait d'aller comme commissaire spécial adjoint. Et c'était le pouvoir de l'époque. Alors j'ai rigolé un peu. Je dis, mais je vais aller faire quoi avec vous puisque je pars pour vous combattre. Ils se sont moqués de moi aussi. En tout cas, bref, c'était un peu une longue histoire aussi. J'ai fini par accepter pour vivre cette expérience-là à un tel niveau, gouverneur, enfin commissaire spécial adjoint, c'est comme vice-gouverneur. J'ai fini par accepter et c'est comme ça que je me retrouverai, j'entrerai en politique aussi facilement par la grande porte. Waouh, 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 brillant parcours. Vous avez eu beaucoup, en tout cas, on sent beaucoup de sens du leadership, sens du leadership et de la détermination, parce que bien que vous étiez directrice pour vendre des véhicules, il faut quand même appliquer une certaine stratégie. Oui, beaucoup de stratégie. Oui, il faut avoir un sens du leadership parce que tout le monde ne peut pas le faire. Et donc voilà, c'est très bien. Et c'est un différent parcours en fait de votre avènement en politique que ce qu'on entend généralement. Je suis sûre que Yves et le père Jean-Pierre seront d'accord avec moi. Le parcours est totalement différent parce que d'habitude, ce qui se passe, ce qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas, c'est des gens, il y a des personnes qui adhèrent à un certain parti politique. Et puis, en adhérant au parti politique, il y a les nominations, députés, etc., les élections, on devient député, puis après on est nommé ministre. Mais votre parcours est vraiment différent. Et j'ai dû quand même entrer dans un parti politique du pouvoir pour être nommé commissaire spécial adjoint. Donc, je suis entré 2-3 mois avant, et puis comme une aventure, et puis je deviens commissaire spécial adjoint. D'accord. Oui. Et dans votre dans votre entrée en politique, quels sont les défis en fait auxquels que vous avez eu? Est-ce que vous êtes entrée en tant que femme assez facilement? Quelle a été votre expérience en tant que femme en politique et surtout en tant que vice-gouverneur de la province de la Tchouapa? J'imagine que ce n'était pas facile, étant donné les mentalités qu'il y a au Congo en général. Encore aujourd'hui, alors j'imagine que ça a pu être il y a 10 ans. Si vous voulez bien nous en parler un petit peu. C'est clair que ce n'était pas du tout facile, mais moi, j'ai travaillé dans un métier d'homme. J'ai évolué purement dans un métier d'homme et donc j'étais habituée à côtoyer les hommes. Ce n'était plus un problème pour moi. Le métier de la vente de véhicules, c'est un métier d'homme.
Et donc, mes collègues, ça a toujours été des hommes depuis le début. Et quand j'ai commencé à travailler à Kinshasa, ben, je côtoyais les politiques. Le plus grand acheteur, c'est l'État, en fait. Et donc, à ce niveau-là encore, c'est toujours les hommes. Donc, c'était encore mes clients à qui j'avais affaire. Il fallait les étudier, il fallait collaborer, il fallait travailler avec eux. Donc, de ce côté-là, je n'étais pas très à l'aise. Le problème pour moi ne s'est jamais posé du fait que j'étais une femme. Mais c'est vrai que les autres, c'était un problème pour les autres. C'était un problème parce qu'ils n'acceptaient pas la personnalité que j'avais, ils n'acceptaient pas que je ne les craigne pas. Et donc, c'était réellement un problème. Donc, comme on a été d'abord comme commissaire spécial adjoint, 4 mois plus tard, il y a eu des élections et nous sommes passés au premier tour. D'ailleurs, je n'oublierai jamais, à l'époque, quand la majorité présidentielle a fait le tour de province pour s'assurer qu'ils allaient gagner les élections, quand ils m'ont trouvé là-bas, ils ont dit on ne va même pas passer la nuit ici, on la connaît, elle est agressive, elle nous vend des véhicules. Et donc, on sait qu'elle va convaincre les députés. Et c'est ce qui s'est passé parce que la province de la Tchouapa était une province, en fait, du MLC. C'était une province de l'opposition à l'époque. Et donc, ils étaient sûrs qu'ils n'avaient aucune chance. Mais moi, j'ai eu des relations avec les députés provinciaux. Je les ai considérés lorsque nous étions commissaire spécial adjoint parce que nous étions nommés, donc on n'avait pas de comptes à rendre aux députés provinciaux. Mais mes deux collègues, par contre, ne les considéraient en rien. Mais moi, c'était mes clients, donc je ne pouvais pas non plus ne pas les considérer. Et en plus, bon, ben, c'est des êtres humains aussi. Ils étaient dans une situation très difficile, ils n'étaient pas payés. Et donc, voilà, on partageait ce que j'avais, on mangeait ensemble. Ce qui fait que 4 mois plus tard, ils m'ont dit, maman, c'est toi qui vas être notre gouverneur. J'ai dit, mais je viens juste entrer en politique, ça fait 4 mois. Donc, je ne vais pas commencer à les quitter pour aller comme candidate indépendante. Ça risque de créer des problèmes. Je suis une personne intègre et loyale. Donc, si ça ne va pas, je vais affronter mon chef et lui dire, ça ne va pas, je ne vais plus travailler avec vous. Mais je venais juste d'arriver en politique. C'est un milieu qui, pour moi, était vraiment inconnu, quoi. Et donc, je découvrais quasiment tout. Donc, j'ai refusé. Ils m'ont dit, c'est toi notre gouverneur. Pendant 2 mois, on discutait. Et comme le pouvoir en place avait décidé que c'était le PPRD qui devait avoir la tête, alors je leur ai fait comprendre, ils ont fini par accepter. Et on est passé au premier tour, 17 sur 18. Eux-mêmes n'en revenaient pas, quoi. Donc, à partir de là, ils savaient que j'étais en mesure de convaincre et de gérer quand même les députés provinciaux, quoi. Donc voilà, ça s'est bien passé, mais 6 mois plus tard, en fait, en 2 ans à la Tchouapa, j'ai vécu une expérience politique congolaise. Quand je dis congolaise, mais purement congolaise. Les coups bas, les traîtres, les insultes, quand ils font tomber, tout, en 2 ans, tu as tout vécu, quoi. Donc bref, 6 mois plus tard, ils ont fait tomber, comment? Kotakoli. Kotakoli. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est Kotakoli, c'est vraiment ça. Et donc, 6 mois plus tard, ils font tomber le gouverneur. Et donc, j'assume automatiquement l'intérim. Donc, il me dit, voilà, c'était ton autre gouverneur et tu es notre gouverneur. Donc, j'ai été gouverneur pendant 1 année. Et en 1 année, la première action que j'ai menée, quand on était même commissaire spécial et puis élu gouverneur, on avait des gros salaires. Le budget était de 250 000 $. Alors, je disais au gouverneur, mais ce n'est pas normal que vous gagnez 19 000 $. Et nous, au départ, déjà 15 000 et 15 000 $, c'est trop. Nous avons quasiment un quart du budget de la province. Et lui, il ne comprenait pas ce raisonnement-là. Alors, bref, donc quand il est tombé, ben, vous savez quoi, de 15 000 $, au lieu de passer à 19 000 parce que j'assumais l'intérim du gouverneur, j'ai descendu mon salaire à 5 000 $ pour me rapprocher des autres. Et puis, la différence, donc son salaire à lui et la différence de mon salaire me permettait de commencer à faire des travaux. Parce que tout le temps qu'on était là, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Et donc, comme nous sommes une province avec beaucoup de cours d'eau, il y a beaucoup de problèmes de ponts. Donc, c'est par là que j'ai commencé d'abord à réhabiliter certains ponts, des travaux de route, aller récupérer les engins de l'office de route. La plupart des gens ne le savent pas, même ce pouvoir, je vois qu'ils n'en parlent pas. Tous les districts de l'époque avaient des engins lourds pour des travaux d'infrastructure, mais incroyables, au moins 50 par province. Wow. Moi, j'ai découvert ça, j'ai été récupérer ça. Ça a été la fête ce jour-là parce qu'ils disaient que depuis 1975, ils n'avaient jamais vu des engins comme ça. Donc, on a commencé par récupérer ces engins-là qui pourrissaient à 300 km. Je vous épargne les routes de cette province-là. Donc, on a récupéré les engins, on a commencé à travailler sur les routes, sur nos routes. Et puis après, comme j'ai dit, j'ai commencé à réparer les ponts. Donc, tout ça en 1 année, quoi. On a voté le premier budget, c'était la première expérience que je vivais. Mais j'avais beaucoup de tensions et des problèmes avec
les autres services déconcentrés qui étaient habitués à recevoir des enveloppes à gauche et à droite de telle ou telle personnalité. Mais moi, je ne connaissais pas ça. Et donc, je ne donnais pas. Donc, c'est que personne ne me demandait, personne n'osait me demander avec la personnalité que j'avais. Et bien, je donnais à personne non plus, puisque si tu ne voles pas, pourquoi tu vas partager? Donc, je n'étais pas trop aimé des services. Et Kinshasa, à un moment donné, me mettait la pression parce que j'avais reçu un peu des moyens pour lancer des travaux encore. Tout le monde t'appelle de partout pour 250 000 $ et il fallait qu'on le partage. Non, 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 non. Moi, je me suis battu pour faire des travaux et je dois me justifier auprès de la population. Donc, bref, c'est vraiment une expérience qui m'a permis tout simplement de constater que l'État n'existe pas. L'État égale tracasserie. Parce que tous ceux qui avaient un pouvoir, une petite parcelle de pouvoir, c'était pour abuser de la population. Donc, j'ai juste compris que l'État n'existe pas. L'État congolais n'existe pas. Waouh, waouh. Vraiment, c'est une très belle expérience. Je comprends pourquoi on vous a nommé, vous donné le nom d'une véritable femme battante. Hein. Vraiment, vivre tout ça en un an, c'est vraiment... Ah oui, oui, je vous ai épargné les détails. Hein, là. Je vous ai épargné des détails. Ouais, j'imagine que vous nous expliquez ça très brièvement et que vous avez dû vivre ça très intensément. Je vais aussi donner la parole à Yves. Peut-être qu'il a une question. Oui, moi j'ai deux questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on fait la transition du monde du corporate, du privé, au monde public? Ça, c'est un. Parce que c'est vraiment pas évident, comme vous êtes en train d'expliquer, mais j'aimerais avoir beaucoup plus de détails. Et la deuxième question, c'est dans notre pays, on a eu des femmes de fer, entre guillemets, bon, femmes battantes, comme le dit Patricia. Quand on vous compare un peu à Maman Bazaïba ou bien à Maman Djouzio Mbongo, quel sentiment ça vous fait? Ben, ça reste une fierté parce que ce sont des femmes que j'admire sincèrement. Il n'y a pas qu'elles, hein. Il y en a d'autres que j'ai vues aussi dans le gouvernement. J'en parle toujours. Moi, je ne suis pas gênée de parler et dire du bien de ces femmes-là parce que c'est grâce à elles que je suis là aussi. Donc, pour moi, une Bazaïba, je ne l'entends plus là. Ça me dérange des fois, quoi. Mais c'est une femme extraordinaire. C'est une femme extraordinaire. Elle a fait bouger les lignes. Et c'est une femme audacieuse qui a tenu la maison MLC entre ses mains. Et ce n'était pas facile. Je suis convaincue que si c'était un homme qui était à sa place, MLC se serait déjà effrité. Donc, c'est une femme qu'on doit admirer, qui était courageuse, audacieuse. Donc, pour moi, ça reste un modèle. Et il y en a plusieurs. De fois, c'est embêtant de commencer à les citer. Je parle souvent même de Mme Janine Mabunda, qui est une femme très intelligente, une femme qui a la tête sur les épaules aussi. À sa manière, chaque femme a essayé de se battre. Parce que quand je suis entrée dans ce milieu-là, j'ai compris que ce n'est pas facile pour les femmes parce que les hommes vous considèrent comme des femmes, point barre la ligne. Pas comme des personnes qui ont un parcours, pas comme des personnes qui ont étudié, pas comme des personnes qui ont quelque chose à donner à ce pays, quoi. Alors, c'est très, très embêtant. C'est ainsi que vous devez souvent hausser le ton. Vous devez serrer la mine, taper sur la table. Et d'un côté, ils n'aiment pas ça. Ils veulent une chose et son contraire. C'est eux qui vous poussent à avoir un tel comportement. Mais des fois, ils n'aiment pas ça non plus. Donc, pour moi, c'est une fierté qu'il y ait eu ces femmes-là avant moi parce que c'est grâce à elles que j'existe. Alors, la transition du corporate à la gestion de la chose publique, ça, c'était la chose la plus importante. Je vais vous faire rire. Quand je suis arrivée, quand on était commissaire spécial adjoint, la première fois qu'on devait arriver en province, j'ai téléphoné à notre gestionnaire de compte là-bas et je lui ai posé la question de savoir quel était le processus pour sortir l'argent de la Banque centrale parce qu'on voulait louer un avion, on était à 3 pour arriver. Il m'a dit « Maman Loba Kaka ». J'ai dit « Pardon ?» Il me dit « Maman Loba Kaka ». J'ai dit « Ça veut dire quoi ?» Que je disais qu'il allait sortir l'argent. Je dis « Mais ça va pas, non ?» Comment ça, Naloba Kaka? Et je vous dis, c'était ça qu'il me disait. J'ai dit, mais il doit avoir une procédure pour sortir l'argent de l'État quand même. Mais il a refusé. Il a refusé de me le dire. Il m'a bypassé directement. Il a contacté le commissaire de l'époque. Ils l'ont fait à leur manière. Je préfère ne pas entrer là-dedans. Et donc, il a transféré l'argent sans preuve, sans rien. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Bouendé. Alors, pour moi, c'était important de connaître les textes légaux qui allaient me permettre d'agir. Mais je vous assure, ils se sont tous rétractés. Donc, personne ne voulait me donner l'information. J'ai écrit à Kinshasa pour qu'on puisse m'envoyer. Les gens ne me trouvaient pas très normal de commencer à écrire pour demander des tels documents.
Et mon chef direct qui était là, qui se posait des questions, il dit, maman, yo, ça la niniawa, je ne comprends pas. Ta préoccupation n'a pas de sens. Je dis, mais je pose des questions à ceux qui sont là pour savoir comment les choses se faisaient. Avant, c'était un district, mais où sont les documents pour qu'il y ait passation de pouvoir? Enfin, je ne sais pas, on ne peut pas juste arriver quelque part, commencer de nulle part à fonctionner. Mais comme c'était lui le chef et que ce n'était pas une préoccupation pour lui, donc toutes les autres personnes ne me répondaient pas. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un plan de trésorerie, comme c'est moi qui gérais les finances. J'ai fait juste un plan de trésorerie comme dans le privé. Et j'ai prévu les dépenses, j'ai commencé à les faire sortir. Oh là 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 là, quelle histoire! Je vous épargne les détails, quoi. Je vous épargne les détails. C'est quand l'inspection générale de finances s'est passée pour contrôler. Et j'ai eu tout un problème avec ça parce qu'ils ont dit, madame, ce n'est pas de cette manière-là que vous devez fonctionner. Donc, on a dû aller chercher toute cette équipe-là qui existait, qui avait tous les documents pour m'aider. C'est à ce moment-là qu'ils les ont tous sortis. Genre quasiment une année plus tard, quoi. Alors, je dis, mais c'est pas normal. On ne peut pas continuer à vivre de cette manière-là. Donc, quand vous arrivez et que vous voulez mettre de l'ordre, vous devenez l'ennemi de tout le monde, même de la sentinelle, même de tous les, comment dire, les comptables. Donc, il y a tellement de magouilles en province que moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse parler d'un État. L'État, ce n'est pas Kinshasa. Alors, voilà, c'était la première expérience où je devais faire face aux textes légaux. Alors, j'ai cumulé les textes légaux. Chaque fois qu'il y avait une situation, qu'est-ce que les textes disent? Qu'est-ce que la loi sur telle chose dit au niveau de l'environnement? Et il y a des lois qu'on n'a pas pour pouvoir agir. Alors, souvent, ils ne comprenaient pas très bien que je pose cette question-là. Mais c'était ça, cette transition-là. D'ailleurs, c'est de là que naîtra ma vision politique, la renaissance de la République démocratique du Congo, parce que j'estime qu'elle doit renaître. Merci beaucoup. Alors, tout justement, merci de le souligner. Nous allons entrer dans cette vision politique-là. Si vous pouvez nous parler un petit peu de votre entrée, en fait, de votre vision politique et du parti politique que vous avez créé. Et ensuite, comme ça, je donnerai plus tard la parole au Père Jean-Pierre pour vous poser une question. En fait, je n'ai pas créé de parti politique. Quand j'ai quitté la Tchouapa, puisque le gouverneur était tombé, réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais le pouvoir en place, ce n'est pas leur problème. Pour eux, ils devaient me garder parce que j'avais la capacité d'aller chercher des fonds, mais je n'avais pas l'intelligence pour gérer ces fonds-là, d'après eux. Je n'étais pas capable de tropicaliser ma façon de voir les choses. Donc, il fallait retourner aux élections et je devais rester vice-gouverneur. Et je dis non, je refuse. Je refuse. À l'époque, c'était Chadari, le ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit non, je ne retournerai pas vice-gouverneur parce que la personne que vous allez mettre n'est pas différente de l'autre. Donc, moi, je ne vais pas travailler avec lui. Mais au fait, il n'y croyait pas parce que pour lui, c'était une opportunité extraordinaire d'être vice-gouverneur en politique et comment j'allais refuser. Mais il oubliait que moi, j'avais déjà une vie là. Et pour moi, être à la Tchouapa, c'était un sacrifice, sincèrement. Donc, bref, j'ai refusé d'aller à ces élections-là. Et donc, je suis rentré, ils m'ont brutalisé. Ce sont des choses qui ne sont jamais passées dans les médias. Il y a eu déclenchement de crise d'asthme. Ils m'ont vraiment brutalisé, croyant que j'allais refuser de rentrer parce que c'est leur mode opératoire. Mais moi, je ne voyais pas. J'ai dit, j'ai refusé d'être candidate. Et comme la population m'aimait beaucoup, ils pensaient que j'allais demander un soulèvement. J'ai dit à la population, non, la province vient de naître, c'est notre bébé. Et nous devons tous en prendre soin. Donc, si moi, je ne peux pas le faire, ben, d'autres le feront, quoi. Alors, je préfère partir. Donc, bref, ils m'ont vraiment, vraiment brutalisé. Il n'y a même pas eu des remises et reprises parce qu'ils n'y croyaient pas quand je suis revenu pour faire la remise et reprise. Donc, bref, c'est comme ça que je suis rentré au Congo, très déçu, avec beaucoup de pleurs. Pas des pleurs pour moi, mais parce que la population croyait en moi. La population ne le cachait pas, venait... Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis connu de la Tchouapa alors que je ne les connais pas, je ne suis pas très proche, je ne suis pas une vraie Mongo, parce que, ben voilà, quoi, je ne parlais même pas le Kimongo. Les gens se moquaient de moi, c'est de l'opposition, disaient qu'Aïbo, le Bakimongo, comment elle va vous gouverner. On m'attaquait par là, c'est quand même une faiblesse. Mais pour finir, comme je parlais aussi en lingala, et que je m'imposais, que j'expliquais aux gens tout ce que je devais faire et que je les respectais, alors j'ai attiré la sympathie de cette population-là. Donc bref, quand je suis rentré à Kinshasa, très frustré, alors j'ai dit, mais pour finir, que tu sois gouverneur, que tu sois ministre, peu importe, ça ne va rien changer. Donc soit je retourne dans le privé, soit je continue mon rêve, ma folie, quoi. Alors j'ai dit, ben, ok, on va continuer la folie parce qu'on ne peut pas juste s'arrêter comme ça en cours de route. On a déjà commencé, on avance. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité d'être à la tête de ce parti politique qui existe depuis 1991 en fin de compte. Hein. Donc j'ai été, enfin, c'est une longue histoire. Je me suis retrouvé président de ce parti-là et l'ANC, Alliance des élites pour un nouveau Congo, qui allait bien avec ma vision.
Et c'est là que je crée la vision de la rupture du système de prédation par la combolisation. La combolisation, je vais vous expliquer, pour la renaissance de la RDC. Pourquoi je parle de la rupture du système de prédation? Parce que j'ai pris le temps de réfléchir. Donc, j'ai constaté que l'État n'existait pas. L'État voulait dire tracasserie pour le peuple congolais. Et je me suis posé la question, pourquoi on se trouve dans cette situation-là? Pourquoi les politiques se croient tout permis? Pourquoi les politiciens croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde, alors que nous sommes soi-disant dans une démocratie et que le peuple devrait pouvoir choisir effectivement ses dirigeants et être satisfait? Mais très clairement, ce n'est pas le cas. Et donc, je me suis tout simplement posé la question de savoir d'où viennent toutes ces choses-là. Et j'ai été très loin dans ma réflexion. C'est là que j'ai dit que ça vient en fait de la première naissance. En fait, j'ai fait la corrélation de ma vie chrétienne en fin de compte. Parce que dans la foi chrétienne, il y a eu une première naissance qui a échoué avec Adam et Ève. Oui. Et c'est à travers Jésus-Christ que nous avons l'opportunité de naître de nouveau. Et de vivre une nouvelle vie et d'oublier tout ce qui s'était passé à travers la parole que lui, il est. Nous pouvons justement, en appliquant cette parole-là, en croyant en cette parole-là, vivre une nouvelle vie. Et donc, comme c'était mon expérience personnelle individuellement, je me suis dit, on va l'appliquer à la nation, puisque la nation a connu une première naissance par des prédateurs. Et ce modèle de prédation s'est perpétué à travers nos dirigeants après l'indépendance. Le modèle n'a pas trop changé, c'est juste les couleurs, la couleur qui a changé. C'était les Africains eux-mêmes qui géraient. Mais malheureusement pour ces Africains-là, le seul modèle qu'ils avaient, c'était la prédation. Donc, ils ont pris la partie superficielle du pouvoir, donc le pouvoir pour le pouvoir. Ils n'ont pas tenu compte non plus que même les colons avaient une organisation. C'est vrai qu'ils n'avaient pas un programme de développement parce qu'ils n'étaient pas là pour développer le Congo. Mais ils étaient là pour nous extraire toutes ces richesses-là. Mais au moins, ils ont créé des infrastructures pour le faire. Mais nous, quand on vient au pouvoir en 1960, on prend le pouvoir juste le côté honneur, quoi. Le côté honneur, le côté argent, le côté, vraiment comme j'appelle ça, la tête de l'iceberg. Ils n'ont pas tenu compte de leur grande partie cachée en dessous de l'eau. Et ça s'est perpétué comme ça de pouvoir en pouvoir. C'est ainsi que même lorsqu'on nous parle d'une démocratie, c'est une fausse démocratie. Parce que c'est une démocratie qu'on a subie lors d'un nouvel ordre mondial. Le fait qu'il y a eu... comment dire, qu'il n'y avait plus la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, automatiquement, il y a eu un nouvel ordre mondial. Donc, les Occidentaux devaient se justifier auprès de leur population. Ils ont prévenu nos dirigeants que vous devez ouvrir les portes et aller vers une démocratie. Donc, la démocratie n'est pas venue du bas, la démocratie est venue de la tête. Alors, comment voulez-vous que nous puissions réussir une telle démocratie? Donc, bref, moi, je me suis dit tout simplement que nous venons, en fait, notre modèle, c'est ce modèle-là de la colonisation, mais géré en pire, puisque c'est allé de mal en pire. Et donc, pour finir, il n'y a toujours pas un programme réel de développement, puisqu'il n'y en a jamais eu, même de l'époque de la colonisation. Il y a tout simplement un pouvoir sans économie. Parce que même quand on a eu l'indépendance, on n'avait pas l'économie entre nos mains. Quand on a récupéré l'économie, c'était comme un jeu. C'était un jeu dans un magasin de jouets Toys R Us de nos enfants. Mobutu a commencé à distribuer les structures, les sociétés des gens, alors qu'ils n'en connaissent même pas l'historique. Les gens qui n'ont jamais travaillé là-dedans ont commencé à gérer. En fin de compte, c'était comme un jeu, quoi. Donc, ils ont trouvé des sociétés florissantes et ils ont commencé à jouer avec ces sociétés-là. Et donc, bref, c'est comme ça que petit à petit, elles se sont toutes cassées la gueule, quoi. Et donc, c'est comme ça que, bref, on arrive à la démocratie en 1991. Vous avez vu tout le temps que ça a pris pour qu'en 2006, nous puissions avoir une constitution. Donc, c'est la 3e constitution. Juste entre parenthèses pour dire qu'il y a eu des renaissances de la République démocratique du Congo, puisque nous sommes à la 3e République. Donc, c'était une naissance. Mais moi, justement, ce que je rajoute dans cette vision-là, je dis que oui, il y a eu des renaissances, mais c'était dans le même état d'esprit que le Congo est né, l'État indépendant du Congo. C'était fait pour un groupe de gens. C'était fait pour l'intérêt de quelques personnes. Et c'est ainsi que toutes ces républiques-là sont nées aussi. C'était pour l'intérêt des gens. Alors nous disons que pour arriver à une renaissance, il va falloir passer par la combolisation. Et la combolisation, en fait, c'est un processus. C'est une phase, c'est une période qui nous permet de travailler les 4 premiers points sur nous-mêmes, sur l'être, sur l'homme, sur le Congolais. Et ensuite, alors, après, travailler sur l'État. Et au finish, aller donner naissance à une république. Mais si nous allons de république en république, il ne se passera rien. Parce que le peuple lui-même ne comprend même pas ce qui se passe à la rigueur. Donc, c'est des hommes forts
et un État faible, pour finir. Alors, c'est comme ça que nous parlons de la rupture du système de prédation par ce processus-là de la combolisation, qui est vraiment un symbole congolais. On a voulu quelque chose de fort, quelque chose de différent, qui était purement congolais, pour nous conduire justement à une nouvelle naissance, quoi. Merci, donc, c'est un peu ça, hein, j'espère que... Donc, la combolisation, donc balayer la maison, donc une sorte de renaissance, mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites, en fait, par quel mécanisme vous propagez votre idéologie, parce que c'est plus qu'un projet de société, c'est carrément une idéologie, mais comment est-ce que vous la propagez au Congo? Oui, en fait... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ce n'est pas facile pour nous parce que nous sommes en train de mener un combat dans un espace où il y a trop de bruit, quoi. Il y a trop de bruit. Alors, c'est comme ça que j'ai été candidate d'abord aux élections présidentielles parce que je savais que je n'avais aucune chance. Mais pour moi, ce n'était pas d'aller gagner les élections. Je savais que j'avais aucune chance. Mais c'était d'exister d'abord. D'exister, d'avoir ce courage-là, de dénoncer et d'emmener une nouvelle idéologie pour finir, parce qu'un parti doit avoir un idéal. Alors, nous, on a un idéal. Alors, il fallait vendre d'abord cet idéal-là, qui est la combolisation. C'est ainsi que j'ai été comme candidate aux élections présidentielles. Et même la deuxième fois encore, on a été question de continuer à exister parce que les Congolais n'aiment pas le nouveau brutalement comme ça. Ils aiment bien s'habituer aux gens, dire ah, on la connaît, nanana. Donc, c'est important pour eux. Donc, nous continuons à prendre ces risques-là et avancer avec cette vision-là parce que nous nous disons que la seule manière d'y arriver, c'est d'en parler aux Congolais. C'est vrai qu'ils écoutent. Vous savez, souvent je vais dans les églises puisque je sers aussi le Seigneur et moi je me disais que c'était l'endroit le plus facile pour propager cette vision-là. Mais c'est eux de fois qui sont récalcitrants. Oh mais maman, ça ne va pas être facile, on ne peut pas mêler la politique à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi vous le limitez? Pourquoi vous limitez la politique? Parce que même la définition de la politique, c'est la gestion de la cité. En réalité, même dans la science, c'est un apostolat, parce que tu n'y vas pas pour toi, tu y vas pour l'intérêt de tout le monde. Mais c'est ça aussi, être serviteur de Dieu. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi vous décidez de limiter. Donc, j'ai des questions incroyables, des pasteurs, des chrétiens, qui ne comprennent pas que c'est à nous d'apporter ces changements-là. J'ai dit, c'est vrai que c'est gros, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est possible, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Pour voir un arbre, ça a commencé par une graine, par un noyau, et un jour, des années plus tard, ça devient un grand arbre. Donc voilà, nous le faisons à travers, voilà, comme vous m'avez invité, c'est une opportunité pour nous de pouvoir parler de notre vision. Nous le faisons en petit cercle avec des étudiants, avec la jeunesse, avec des mamans. Donc, je rencontre des gens, on discute, ou à travers des émissions comme ça, quand on m'invite, ou bien des conférences, nous continuons à propager notre vision de la rupture du système de prédation. Excellent, merci. On va donc regarder une petite vidéo, un petit extrait en fait de vous qu'on a trouvé sur YouTube. Et comme ça, après, nous allons continuer avec quelques petites questions. Okay. 13h passées de 14 minutes, je vous l'avais annoncé juste avant de recevoir Monsieur Jimmy Mukendi Chimanga, candidat 707, Lukunga 303 Ngaliema, que nous venons de recevoir. Nous avons entendu juste avant Madame Marie-Josée Ifoku, candidat numéro 9, élection présidentielle. Madame Marie-Josée Ifoku, qui est avec nous dans le studio, ceux de YouTube s'en sont rendus compte depuis quelques instants. Madame Marie-Josée Ifoku, bonjour. Bonjour, monsieur le Saté. Alors, vous, candidat à l'élection présidentielle, vous nous venez avec une nouvelle proposition, mais surtout un constat. Selon vous, l'élection présidentielle ne sera pas organisée le 20 décembre. J'ai suivi votre émission. J'ai suivi votre émission avec Denis Kadima. Il l'a dit quasiment à demi-mot. Il l'a dit. Selon ce que j'ai suivi, clairement, il est dans l'incapacité d'organiser les élections. Les équipements ne sont pas totalement arrivés. Et avec le grand pays que nous avons, je pense qu'il aura du mal à aller déposer ses équipements dans chaque bureau, quoi. Non, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il cherchait le matériel. Il a demandé au président de la République d'intervenir. Et selon les informations, notamment via l'Angola, le matériel a été mis à disposition de la CENI. Ah bon?
Selon les informations que l'on a. Non, vous êtes journaliste, allez vérifier alors. Thierry Kambundi. Vous êtes journaliste. Le matériel a été mis à disposition. Les avions. Oui, les avions doivent arriver avant mercredi ce que l'on sait, soit tenable. Ce que l'on sait, c'est que en termes de lot des matériels de la CENI, une partie est arrivée le week-end, mais par rapport aux avions sollicités par la CENI auprès du gouvernement ou du président de la République, apparemment le gouvernement a obtenu de l'Angola un appui. Mais il faut que tout cet appui soit à disposition avant mercredi pour que ce soit réalisable. Ça, c'est l'information qu'on a. Même si ça serait d'ici mercredi, franchement, vous pensez que c'est réalisable? Lui-même, il a dit non, nous sommes dans la saison de pluie. Le grand pays qu'on a, on a des problèmes d'infrastructure. Comment acheminer toutes ces choses à travers la République? Il a dit aussi que s'il a tout cela, les élections auront lieu. Bon, moi, personnellement, je pense que ça ne vaut pas la peine. Vous n'y croyez plus? Non, je n'y crois pas. Je n'y croyais pas depuis un bon bout de temps. En réalité, depuis le 13 novembre, lorsqu'il y a eu ce cadre de concertation entre candidat président de la République et la CENI, j'avais déjà compris qu'il y a un grand souci et qu'ils auront du mal à aller à ces élections. Déjà pour la simple et bonne raison, eux-mêmes le disent, ils ont eu 28 mois de retard pour commencer. Alors dites-moi, par quelle magie ils vont y arriver? Alors pour... Merci. Merci, on ne va pas regarder plus que ça. Je voulais juste vous poser une question, en fait, par rapport à votre expérience des dernières élections. On sait un peu tous comment ça s'est passé. Quelle a été votre expérience personnelle de ces élections passées? Bon, c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, je ne crois pas en toutes ces choses-là. Je vous ai dit que j'ai vécu dans le Congo profond et j'ai juste réalisé que l'État n'existait pas. Tout ce que nous faisons, c'est un semblant pour la communauté internationale, pour nos voisins, pour les autres, pour justement peut-être montrer aux autres qu'on existe. Donc personnellement, quand je vais aux élections, j'ai été la deuxième fois, je sais que je n'ai aucune chance de gagner, rien que par la manière dont toutes ces élections s'organisent depuis 2006. Mais ce qui est important pour moi, c'est de continuer à parler, de continuer à exister, de continuer à dire ce que je pense. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Et comment se sont passées ces élections-là? À partir du moment où on avait changé cette loi-là, qu'on passait à un seul tour au lieu de 2 tours, tout était déjà biaisé. Parce que quelqu'un pouvait devenir président de la République avec 5%, 10%, voter à 5 ou 10%. Donc vous voyez que tout ça, ça devient comme... moi, j'appelle ça tout le temps comme un jeu d'enfant, quoi. Et la manière dont les élections se sont passées, moi, je passe à travers les médias. Je passe dans les médias, je suis passé dans les médias communautaires en province, comme ça, les gens entendent ma version, ce que je pense. Mais tout ce qui se passe là, je vois bien qu'il n'y a pas de sérieux, quoi. Il n'y a pas de sérieux. On fait du à peu près. Et donc, personnellement, ça ne me pose pas un souci, parce que le but pour moi, c'est de continuer à exister et de faire passer mon message, de faire comprendre au peuple congolais et aux élites surtout, et aux leaders que nous devons aller à une nouvelle république. Et la seule manière d'y aller, c'est à travers une période pas de transition classique où il y a partage de pouvoir, il y a une autre forme de transition. Mais quand je parle de la transition, c'est une période de préparation pour pouvoir conscientiser, sensibiliser tout le monde, de manière à ce que chacun comprenne de quoi il s'agit, que chacun comprenne c'est quoi la Constitution et pourquoi nous avons choisi tel type de régime et pourquoi ne pas adapter non plus la démocratie à nous. Nous avons notre histoire, nous avons une autre façon de faire les choses, mais vous voyez bien qu'on est souvent dans du copie-coller. Or, copie-coller ne peut pas nous réussir parce que ce n'est pas notre histoire. Donc, personnellement, ça me pousse dans les médias et à continuer à donner mes opinions. Merci, merci. Je vais donner la parole à Yves. Peut-être qu'il y a une question ou le père Jean-Pierre. Yves, d'abord. Oui, moi j'ai beaucoup de questions. Madame Marie-Josée, la première question, vous avez été vice-gouverneur à Bouende. Je voulais savoir quel est un président comme Mobutu, quel est disons, son aura dans cette partie du pays. La deuxième question dans cette première question, c'est en vous entendant parler, vous parlez de la congolisation.
qui rime un peu avec la zarianisation et un peu avec le retour à l'authenticité. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez pris dans l'authenticité, dans la zarianisation, qui fait que la congolisation soit différente de ces autres slogans? Maintenant, qui fait que la congolisation soit quoi? Soit différente de la zarianisation et de l'authenticité, du retour à l'authenticité. Et de l'authenticité, ok. Oui. Et la deuxième question que j'avais, c'était... Bon, oui, ok. Dans notre pays, nous avons on a instauré le multipartisme. Vous ne pensez pas qu'à un certain moment, il faut qu'on arrête de rêver, qu'on revienne à un bipartidisme ou à la rigueur, à un régime de 3 partis capable de devenir parti au pouvoir? Et en dernier, c'est bien que vous soyez vous-même pasteur, vous ne pensez pas que dans notre pays, la religion est l'opium du peuple, réellement? Voilà un peu les questions que j'avais pour vous. Vraiment des questions, ce pas des questions simples, hein. Vous en avez posé 3 en même temps. Ce sont des questions pertinentes. Ce sont des questions que je me suis posées moi-même. Je vais commencer par la dernière. Oui, je pense que la religion est l'opium du peuple congolais. Ils en ont fait l'opium du peuple congolais. Je le pense. Je le pense, mais cela ne veut pas dire... Moi, quand je parle de ma foi chrétienne, en réalité, je ne parle pas de la religion. La religion, c'est une organisation des hommes qui ont dit, il y a le catholique, il y a les protestants, il y a les musulmans, il y a nanana et tout ça. Moi, je ne parle pas de la religion dans ma foi, je parle d'une vie nouvelle. D'ailleurs, mon message à moi, quand j'aurai mon église, mon message, c'est la nouvelle naissance, comme le pays d'ailleurs, la Renaissance. Parce que tout est biaisé à partir de là. Tout est faussé à partir de la nouvelle naissance. Comme les gens n'ont pas compris de quoi il s'agissait, eh bien, le peuple est abusé une fois de plus et c'est devenu réellement comme vous l'avez dit, l'opium du peuple. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, que Christ n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Je vous ai dit que moi, j'en ai fait une expérience personnelle et je sais qu'il existe. Mais bon, c'est un autre débat. Vous pourrez m'inviter pour que je parle de ma foi chrétienne ou bien de la vision chrétienne que j'ai reçue. Mais je voudrais tout simplement dire que l'opportunité que nous avons de naître de nouveau est une naissance pas charnelle, mais elle est plutôt spirituelle. Mais qui te permet justement de grandir, d'avoir la maturité, de reprendre le dessus sur ta chair qui a été, infectée par le diable, si vous voulez. Et donc, il va falloir que l'esprit reprenne le dessus pour pouvoir gérer ce corps-là. Mais malheureusement, ce n'est pas ça vraiment qui est prêché. On est un peu perdu. Mais n'empêche que je peux vous dire, l'effet d'avoir fait 10 ou 15 églises, je ne sais, moi j'ai été catholique comme enfant, puisque j'ai été tout le temps élevé dans des écoles catholiques. Je suis protestante de naissance, parce que mes parents sont protestants, donc je connais les catholiques, je connais les protestants, et je suis restée et protestante et de l'église de réveil, puisque c'est dans la même famille aussi, parce que le Saint-Esprit prend pleinement sa place. Donc bref, je sais que ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité, mais c'est juste, bon, voilà, la manière dont c'est prêché, les hommes en ont fait un business, les hommes en ont fait une affaire, et le peuple tombe dans ce piège-là. Et justement, c'est la question que je posais quand je suis arrivé au Congo. Je comprends pourquoi la misère continue, je comprends pourquoi la méchanceté continue, je comprends pourquoi on est en train de vivre cette situation-là, parce qu'en réalité, le plus haut niveau de la spiritualité chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour, point barre la ligne. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas d'amour. Donc, ça veut dire que toutes ces églises qu'on voit, il faudrait se poser des questions. Maintenant, l'autre question, vous avez parlé de la zérinisation, de l'authenticité, je ne sais pas quel mouvement encore, et vous avez comparé ça à la congolisation. Oui. Pourquoi vous pensez que la congolisation réussirait plus que la zérinisation et puis l'authenticité? D'ailleurs, je cite dans ma thèse, pendant que je travaille là, je parle de l'authenticité. Je parle aussi, peut-être pas assez de la zérinisation, mais je parle plus de, comme Mobutu avait décidé que nous puissions avoir des noms congolais. C'est une idée que j'aime vraiment parce que moi, je suis dans la fierté de la culture aussi. À un moment donné, il faut être fier d'être qui on est. On s'est perdu dans tous ces prénoms-là, mais on aurait pu les avoir et garder justement ces noms-là authentiques. Donc, cette idée-là de Mobutu est un grand président, c'est vrai, mais il n'est pas allé en profondeur, je trouve. Il n'est pas allé en profondeur. Il a bien joué ce rôle-là d'un grand président,
Mais c'était beaucoup de slogans, beaucoup des grands messages sur lesquels il n'a pas travaillé malheureusement en profondeur alors qu'il était entouré des grands professeurs. Mais comme c'était un dictateur, c'était pas facile sûrement à négocier avec lui. Donc la différence de la combolisation et l'authenticité, la zérénisation, c'est qu'il y a d'abord une réflexion derrière qui nous ont poussé à comprendre pourquoi on en est arrivé à cela. Et le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un discours. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un modèle de vie en fin de compte. C'est ma propre vie à une petite échelle où j'ai vécu une expérience où je vis la combolisation parce que c'est un processus. Hein, c'est pas que tu changes du jour au lendemain, c'est une transformation. Et c'est quelque chose que je continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu des fois de moments difficiles, de moments de brisement, de moments de pleurs personnels par rapport à ce en quoi je crois. Et c'est pas facile, mais je n'ai pas vu Mobutu vivre cela. Donc tu peux pas aller prêcher aux gens ce que tu n'as pas vécu. Ça n'aura pas d'impact. Voilà, c'est comme ça qu'on en est, que ça s'est arrêté là. Il faut vivre cette expérience-là. Comme ça, vous aurez la capacité de démontrer cela, la capacité de convaincre parce que vous êtes le témoin de cette vision-là. Donc moi, je dirais que la différence, peut-être, ça peut être celle-là parce que c'est une expérience d'abord personnelle et que j'essaye de partager avec le Congolais et j'y crois. C'est pas parce que ça a commencé aujourd'hui que ça n'a pas encore marché, que ça ne marchera pas. Non, moi j'ai la foi, j'y crois. Je vois que c'est un début et c'est comme un enfant, quand il naît, c'est un bébé. Il s'assoit, il marche à quatre pattes, il essaie de marcher, il tombe, il court. C'est tout un processus. Donc pour moi, c'est un processus et c'est très difficile, je dois vous l'avouer. Mais comme j'y crois, comment dire, moi-même j'ai triomphé de cette expérience-là, je tiens à ce que les Congolais puissent la vivre aussi. Donc c'est comme ça que je pense que ça pourrait marcher. Ça, c'est une chose. Et puis, la troisième chose, c'était... Bipartidisme, multipartisme. Pardon, oui, le multipartisme. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais imposer 3 partis ne serait pas une solution. Vous savez, l'état d'esprit avec lequel les gens votent de loi ou bien préparent des lois, j'aime bien parce qu'on le dit, il faut essayer de comprendre quel était l'état d'esprit du législateur. C'est vraiment important. Vous savez, quand le PPRD a parlé de... Oh là là, j'oublie le terme. Parce qu'avant d'atteindre, tu dois atteindre un seuil, oui, voilà. Avant d'être retenu, il faut atteindre un certain seuil. Il faut aller dans un regroupement. Justement, ça nous oblige à aller dans des regroupements, à se mettre ensemble. C'est aussi un modèle pour aider à diminuer les partis politiques. Mais comme ça n'a pas été fait dans l'esprit de changer l'histoire politique du Congo, mais c'est fait dans l'esprit de conserver le pouvoir tout simplement. C'est pour ça que ça n'apporte rien à cette population-là. Moi, je suis contre la dictature, je suis contre l'imposition de certaines choses qui n'ont rien à voir avec les lois. Les lois doivent être respectées. Et pour que les lois soient respectées, il faut que les Congolais comprennent. Ne parlons pas que politique. Aujourd'hui encore, je discutais avec des amis. Je dis, mettons un peu la politique de côté. Mais dites-moi quelle loi qu'on applique dans ce pays. On roule à sens inverse. Il n'y a pas des panneaux routiers, on ne passe jamais le permis, il n'y a même pas de permis depuis 2016. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, il y a tellement de choses. Vous allez à la mairie, à la commune, vous obtenez des documents sur base de votre parole. Tu envoies quelqu'un, voilà, tu mets tes noms, tu peux même changer ton nom en cours de route, la date de naissance. Tu fais ce que tu veux, tu envoies et on te donne un document administratif officiel. Donc, vous voyez, on est dans un pays où les lois ne sont pas respectées parce que le peuple n'a pas été impliqué dans ce processus. Ce processus a été fait par un groupe de gens pour leur intérêt. Comme l'État indépendant du Congo, la décision s'est faite quelque part en Occident lors de la conférence de Berlin. On n'était même pas impliqué. On ne savait même pas qu'on était en train de naître. Donc voilà, et c'est cet état d'esprit qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Donc dire seulement qu'on impose les gens à aller à 3 partis, non. Moi, je pense justement, c'est pour ça que je vous parle d'une renaissance, on doit se concerter, il doit y avoir un cadre de concertation. Quand moi je parlerais par exemple d'un dialogue, ça ne serait pas un dialogue politique. Les politiques, c'est eux notre problème. Nous sommes le problème de la population. Donc un dialogue ne peut pas se faire entre politiciens. Donc il doit y avoir un dialogue avec tous les représentants de la population congolaise. Parce que tout le monde est concerné. C'est notre histoire. Ce n'est pas l'histoire des politiciens. Il faut que le peuple le comprenne. Donc, ce n'est pas une histoire de politiciens, c'est une histoire du peuple congolais. Et en plus, on parle du pouvoir du peuple. Et le peuple lui-même ne comprend pas de quoi il s'agit puisqu'il accepte d'être corrompu par un t-shirt, par un 2000 francs. Donc, il ne comprend même pas que c'est lui qui prête son pouvoir. Alors, pour moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il doit y avoir une période transitoire où nous préparons ce peuple-là à comprendre où nous voulons aller.
quel choix nous voulons faire, quel genre de régime nous voulons et pourquoi cela. Donc, nous devons tenir compte d'où nous venons, notre histoire, où nous sommes aujourd'hui parce que nous avons changé. Et en fait, où nous voulons aller tenant compte de nos richesses et de ce grand pays que nous avons hérité. Donc, nous devons comprendre ces choses-là, se mettre ensemble, mais juste décider, ah non, on va à 3 parties. Non, ça ne changera rien. Ça ne va rien changer, ça créera un autre problème. Mais si les choses se font petit à petit, eh ben, ça va s'installer parce que ça entre dans la tête de tout le monde. Donc, il faut éduquer ce peuple-là, il faut le conscientiser, le sensibiliser, mais nous devons commencer par l'élite et les leaders. Parce que c'est eux que le peuple va suivre. Le peuple, en réalité, n'a pas un réel problème, mais c'est l'élite qui est le problème. Ce sont les leaders qui sont des problèmes, à tous les niveaux. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure au niveau de la religion, mais à tous les niveaux, c'est l'élite le problème. Et donc, c'est lui qui doit être combolisé en premier, quoi. Merci beaucoup pour la question. Je vais lire quelques commentaires. Nous avons des internautes qui interviennent pendant l'émission. Si on peut afficher les commentaires ou les questions, comme ça je peux lire. Alors, Monsieur Moued Sakala a écrit « En 2019, Madame Ifoku était la candidate dont le programme était intéressant. Après celui de Fayoulou. Je ne suis pas électeur congolais, mais je suis de très près l'évolution politique de mon pays. » Merci, monsieur. Alors, nous avons un autre commentaire de Ginny Bossia. Véritable vision du système de prédation par la combolisation dès que cela pourrait aboutir et il consistera au décollage du pays à tous les niveaux. Bravo, madame, pour l'innovation. Ça, c'est un commentaire pour Yves. Je ne pense pas qu'il faudrait limiter le nombre de partis, mais plutôt, il faut une régulation dans le respect des lois. Tout à fait. Monsieur Newman, officiel, a écrit « Véritable vision du système. Prédation, je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire là. Véritable vision du système, prédation, la combolisation en marche. » Je pense qu'il voulait dire c'est que c'est un bon système pour la combolisation en marche et que c'est quelque chose de positif. Merci. La renaissance est une urgence. Personnellement, je prône le changement de paradigme et je propose le paradigme de la curiosité pour atteindre la connaissance. Merci. Je pense que ça rejoint un peu ce que Madame Marie-Josée Ifoku nous a dit tout à l'heure. Je vais donner la parole au Père Jean-Pierre. Peut-être il a une question ou un commentaire avant de continuer. Voilà, moi j'ai fait un petit pas en arrière, puisque quand on voit la formation académique de madame, aussi ses formations et stages, elle a fait l'architecture intérieure, tout le monde a apprécié, hein, disons quand on voit le décor de sa maison, mais quand je vois aussi après ses formations, c'est comme si madame a aussi, disons, une grande passion plutôt pour tout ce qui touche aux véhicules, aux motos. Elle a fait, disons, des stages de motos à Guangzhou, en Chine, des véhicules Logan au Cameroun, Tract Afrique, Libreville, ainsi de suite, Mercedes aussi, disons, formation sur les produits pneumatiques Michelin, ainsi de suite. Donc, voilà, exactement. Vous faites les études d'autres choses, mais vous vous êtes intéressé, disons, aux motos, véhicules, ainsi de suite. Et puis, vous êtes aussi dans le business, maintenant un peu en politique. C'est cela. Comment est-ce que ça se fait pour une formation et puis vous allez à autre chose? Bon, on ne refuse pas, on ne peut pas faire seulement une chose dans la vie, on peut faire plusieurs choses. Voilà, ça c'est un peu mes questions, bien mes curiosités principales. Une autre chose, c'est un peu au niveau anthropologique, madame. Au niveau anthropologique ou sociologique, quand je vois la combolisation, c'est combo, le ballet. Vous savez, madame, même ici en Italie, hein, le ballet a une signification, même aussi, comme la tradition aussi africaine, que c'est ce qu'on utilise pour voler la nuit, c'est l'avion des sorciers, et avec la tenue naturelle. Et vous n'avez pas pensé à ça quand vous avez choisi le ballet comme signe, madame. Voilà un peu, voilà, la question, et puis vous allez peut-être ne pas répondre à cette question de combo là, de ballet, mais c'est quand même une idée qui m'est venue en tête comme ça.
Non, non, je peux répondre. Ça ne me pose Bien pas un sûr. problème. C'est une question. C'est une question, je peux répondre, ça ne me pose pas un problème. Moi, j'ai vu, le ballet, c'est le pouvoir. Hein. Le pouvoir, au niveau africain, c'est un pouvoir aussi. Mais au niveau de la Bible, le ballet, aussi, c'est aussi Christ. C'est Christ qui vient pour faire un nettoyage de tout ce qui s'est fait auparavant. Et moi, je l'ai vu plus du côté spirituel, plus du côté chrétien, puisque je suis plus engagé dans la parole, bien que je sais que dans notre culture, les gens utilisent le ballet pour voler, même dans la culture européenne d'ailleurs. Voilà, justement, c'est ce que je disais, c'est que c'est l'avion de nuit, en tout cas, dans beaucoup de cultures. Oui. Effectivement, même c'est si utilisé. on croit, on est chrétien, chrétienne, mais dans beaucoup de cultures, on sait que le ballet, le combe, c'est l'avion de nuit avec disons. Voilà. Je sais, j'ai été un peu attaqué là-dessus, même de fois dans les réseaux sociaux au moment de la campagne. Ils peuvent dire, ah, mais tu es une sorcière. J'ai dit, ouais, très grande sorcière à haut niveau, quoi, tu vois. Parce que de toute façon, tout pouvoir émane de Dieu, alors peu importe, ce pouvoir-là, je l'obtiens de lui, quoi. Donc, j'ai été attaqué. D'ailleurs, c'était fait à dessein pour choquer. La photo que j'avais dans les panneaux avec ce balai-là, justement, dans les dessins animés, on voit c'est ce balai-là qu'on utilise pour voler la nuit. C'était fait à dessein. Mais le ballet, pour moi, veut dire beaucoup de choses. En fin de compte, ça vient aussi de Mandala, là, le palmier. Le palmier de Déborah. Hein. C'est ça que j'ai dit. Moi, j'ai été dans la spiritualité. Je sais que tout peut être mal interprété. Tout et n'importe quoi peut être mal interprété. Mais ce n'est pas important. Pour moi, c'est ce qui importe pour moi. Pour moi, je regardais l'histoire de Déborah. Déborah s'asseyait en dessous d'un palmier. Et c'est de là que vient le Mont Balai. Ça vient aussi de ce palmier-là où Déborah jugeait tout le monde, où cette femme-là forte qui a apporté main forte au roi au moment où le pays était affaibli, au moment où le pays n'avait pas de solution. Et nous pensons que nous avons une solution que nous pouvons apporter à ce pays-là si les hommes prennent le temps de nous écouter. Les hommes ne veulent pas vraiment vous écouter, ils veulent seulement vous utiliser, vous faire de vous leur marchepied. Et malheureusement, la population aussi a tendance à regarder les muscles au lieu d'écouter aussi, parce que, en fait, dans la chrétienté, il n'y a pas de sexe. Hein. Jésus-Christ, comment dire, Paul lui-même le dit, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni juif, ni italien, ni noir, ni blanc. Il y a juste un être humain, quoi. Donc, bref, pour moi, le ballet, ça avait vraiment une signification qui est purement... D'ailleurs, je peux vous décliner les 7 points de la combolisation sur base de versets bibliques. Donc, moi, je ne l'ai pas vu de cette manière-là, mais je comprends que les gens puissent le voir ainsi, mais bon, ce n'est pas plus grave. L'essentiel, c'est en quoi moi je crois. C'est ça qui est le plus important. Oui, bien sûr. Et pour revenir à l'autre question qu'il a dit, alors que j'ai fait plusieurs formations dans le monde aussi de l'automobile et consorts, et comment je me retrouve en politique, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je vous ai expliqué tout à l'heure au début. Je me suis retrouvé dans la vente de l'automobile, dans la vente et le marketing, et j'ai évolué là-dedans quasiment presque 20 ans. Mais ça m'a permis, pendant que je faisais ce travail-là, j'ai rencontré les politiciens, quasiment tous les politiciens congolais, sauf le président Kabila. Je ne l'avais jamais rencontré, je ne l'ai jamais rencontré, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que c'est un métier qui m'a permis de côtoyer les politiciens. Et je posais beaucoup de questions. Chaque fois que je les rencontrais, je leur posais des questions sur le sort de la population, quel était le programme, qu'est-ce que vous allez faire. Mais je n'étais jamais satisfaite. Et alors, je dis, mais enfin, je ne comprends pas. Comment on peut avoir une telle opportunité, être ministre, être Premier ministre, être président de l'Assemblée nationale et ne pas apporter un changement dans la vie des autres? Mais je trouve ça incroyable. Alors, moi, vraiment, franchement, je rentrais chez moi déçu et je disais, mais comment on peut avoir un tel pouvoir et ne rien en faire? Je trouve ça minable d'avoir un tel pouvoir pour juste avoir une voiture et des immeubles, des maisons. Tu n'as pas besoin d'aller en politique pour avoir ça. Tu n'as qu'à faire du business. Donc, voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier et dire, Seigneur, donne-nous des gens capables, des gens intègres, des gens qui veulent travailler pour le changement de Congolais. On ne peut pas être aussi riche et pauvre en même temps. On ne peut pas être aussi riche et ne pas savoir manger à sa faim. On ne peut pas être aussi riche et ne pas avoir des routes. Enfin, voilà, c'est très contradictoire pour moi, mais c'est ce métier-là qui a fait que quand je rencontrais les hommes d'État, que je rentrais chez moi et je priais, je disais, Seigneur, il faut que les choses changent. Donc, ça m'a poussé à entrer dans ce monde politique que je n'aime pas tel qu'il est là. Mais nous venons parce que nous voulons apporter un changement. Merci. Madame Marie-Josée, en fait, merci de nous rappeler ici que ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au fait que souvent, il y a
il y a une rumeur qui se dit que lorsque on n'est pas aux fonctions, on avance et on dit des choses, on propose des très belles choses, mais que dès qu'on arrive aux fonctions, on n'a pas la possibilité de pouvoir les mettre en action. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez une idée ou juste un exemple de quelqu'un qui est aux fonctions ou qui a été aux fonctions, qui avait un discours qui est en adéquation avec ceux qu'il a mis en pratique en étant en fonction? Est-ce qu'il y a un exemple? Ouf, quelle question. Bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi à cette question-là, je dois vous avouer. Je n'ai pas réfléchi et quel exemple dedans? Vous parlez en termes de président, bien peu importe, un ministre, Peu importe, pas nécessairement le président, un ministre, un député, un gouverneur. Bon, c'est vrai, c'est une question. Donnez-moi un peu le temps de réfléchir. D'accord. Un peu le temps de réfléchir. Mais c'est vrai que j'ai pas. Mais il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a parce qu'il y a quand même de bonnes personnes au Congo. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je suis sûr que ça va venir. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de faire, de réaliser beaucoup de choses, mais ce n'est pas possible aussi parce qu'on est dans un système dans lequel, même si vous avez des grandes idées, vous aurez du mal à pouvoir vous réaliser, quoi. Donc, comme ça, donner un nom, à un moment donné, je sortirai un nom alors. D'accord, il n'y a pas de problème, ça ne presse pas. Yves, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais lui proposer Bamani, ça. D'accord. Je n'ai pas suivi sa politique, mais sûrement, si vous le dites, j'y crois, mais je n'ai pas suivi sa politique. D'accord. On a beaucoup de gens bien dans ce pays. Hein. Ça va venir, je vais citer quelques noms comme ça qui me viennent parce que ça me montre déjà. Mais des fois, c'est mal interprété. Mais il y a des gens vraiment qui rêvent d'un Congo nouveau, quoi. Mais qui sont coincés, qui n'ont pas nécessairement tout le pouvoir pour le faire, quoi. Exactement. Je pense que c'est un problème de système. Enfin, c'est le système qui nous bloque plus que les personnes. Exactement, c'est le système. Parce que quand vous regardez, depuis qu'on a commencé, ben, on est dans un système. Et je l'ai dit en 2018, au moment des élections, que le problème, ce n'est pas juste à regarder les individus, les hommes passeront, mais le système est en place. C'est pour ça que je parle d'une rupture du système. Exactement. C'est pour ça que j'apprécie votre vision de congolisation, parce qu'on ne parle pas de mettre en place juste des faits ici et là pour changer les choses, mais on parle vraiment, vous parlez de plutôt une renaissance, donc déterrer tout ce qui est mauvais et puis replanter quelque chose de nouveau pour que ça... Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Oui, Maman Marie, je voulais vous poser une question. Vous vous considérez de droite, de gauche, conservatrice ou bien socialiste, progressiste? Très belle question. Non, très belle question. C'est là le besoin du débat pour moi. C'est ce que je vous dis, on est dans du copie-coller. Je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas, prendre un peu de ce que les autres ont fait. On n'a pas besoin d'inventer la roue. Mais avant d'aller chercher cela, il faut prendre comme le temps de réfléchir par rapport à nos réalités. Moi, si je vous dis... le socialiste, c'est sûr que déjà en tant que chrétienne, j'aurais tendance à être socialiste, mais je n'aime pas les valeurs de socialistes. J'aime les valeurs des républicains, j'aime les valeurs des gens de la droite. Je suis plus enclin à ces valeurs-là qu'aux valeurs de libertinage que je vois auprès des gens de la gauche. Donc vous voyez, moi je pense qu'on doit justement se battre pour avoir des nouveaux courants. C'est ainsi que nous avons un idéal qui est la combolisation aussi, parce que ça parle de toutes ces choses-là. Qu'on ne doit pas, rester fermé dans ce que les autres ont fait. Il y a eu des penseurs, il y a eu des philosophes, il y a eu des gens, ce sont des êtres humains qui ont créé toutes ces choses-là. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas rester... Je vais vous donner un exemple, enfin, ce n'est pas un exemple bête, mais c'est quelque chose sur lequel je réfléchis tout le temps. Vous savez, quand on parle de séparation de pouvoir, moi, je trouve qu'il n'y a pas réellement séparation de pouvoir. On parle du pouvoir législatif, exécutif et puis... judiciaire. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas réellement séparation de pouvoir. Parce que l'exécutif qui est représenté par le président qui est élu travaille avec sa majorité qui est au Parlement
Et cet exécutif-là, le président qui est élu, nomme le pouvoir judiciaire. Alors, dites-moi en réalité, comment pouvons-nous parler vraiment de séparation de pouvoir? Si vous me demandez mon avis comme ça, je veux dire que je réponde spontanément comme ça, parce que ce sont des réflexions que j'ai. Moi, je dirais que, oui, les députés peuvent être élus, et ils peuvent être, par exemple, de la majorité, enfin, du pouvoir en place de l'exécutif, mais l'opposition aussi a eu des députés dans le Parlement. Donc, au moment où on doit, comment dire, créer un nouveau gouvernement, le pourcentage, la proportion des députés de la, comment on appelle ça, de l'opposition, pour moi, devrait se retrouver aussi au pouvoir. Parce que ça créerait un équilibre. C'est ainsi qu'à un moment donné, je disais que la justice, le ministère de la Justice devrait se retrouver dans ces conditions-là, entre les mains de cette opposition-là. Exemple. Le pouvoir judiciaire qui est nommé par le pouvoir exécutif, ben c'est sûr qu'il subit des influences, surtout dans des pays comme le nôtre. Vous le voyez très bien. Il dépend totalement du pouvoir exécutif. Quelle liberté, quelle séparation de pouvoir réelle y a-t-il? Donc vous voyez que nous devons tenir compte de notre histoire, que la démocratie a commencé par la tête. Et donc cette séparation de pouvoir ne peut pas marcher. Il y a une influence. On vote des lois qui n'ont pas de raison d'être. La plupart des lois, chaque fois qu'on voit, c'est des lois politiques. On ne vote pas des lois qui ont rapport avec le quotidien du Congolais. Alors que dans notre culture, les lois existaient. Quand on parle de Chibaou, je donne toujours cet exemple-là qui me vient spontanément parce que même si tu n'es pas Moulouba, tu connais ces choses-là. On parle de Chibaou. Tout ça, ils étaient dans des lois, il y avait des sanctions, il y avait une discipline qui était là-dedans. C'est ça les lois. Donc à partir du moment où deux personnes vivent ensemble, les lois deviennent automatiques. Même si on ne les a pas écrits, ben, il y a une organisation qui sont là, il y a des principes, il faut vivre avec cela. Donc pour moi, tout être humain, quand il vit en communauté ou en société, ben, fonctionne avec des lois. Et c'est comme ça que nous avons, à travers le Parlement, à travers l'Assemblée nationale, que nous commençons à voter ces lois-là. Mais nous devons les voter par rapport à notre histoire, par rapport au quotidien du Congolais, par rapport aux problèmes qu'on a, par rapport aux choses qu'on voudrait prévenir. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas dans ces lois-là. On est tout le temps dans la politique, purement dans la politique, mais le Congolais ne compte pas en réalité. Alors bref, c'est juste pour vous dire quoi. Donc parler de tel courant politique, vous êtes de la gauche, de la droite, oui, je veux bien, mais je pense aussi qu'on peut réfléchir autrement et adapter cette démocratie à nous. Merci beaucoup, madame. Alors, l'échange est vraiment très passionnant, mais on ne va pas abuser de votre temps. Nous sommes déjà à plus d'une heure passée. Je vais lire quelques commentaires s'il y en a encore. J'ai remarqué qu'il y avait un commentaire de monsieur Denis. La RDC serait-elle un État en faillite selon votre description? Quel est votre plan pour la refondation de l'État? Bon, la deuxième question, vous l'avez déjà posée, mais la RDC serait-elle un État en faillite selon votre description? Oui, je l'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai dit que la RDC est dans le coma et nous devons prendre le courage de débrancher cette machine-là et de la laisser mourir de sa belle mort et puis justement de la mort pouvoir avoir l'opportunité de donner naissance à quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir honte de le dire. Même le pouvoir en place qui est là aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est le responsable, tout simplement. Ça vient de loin. Je vous ai dit que ça vient de l'État indépendant du Congo. C'est passé par l'indépendance et tous les pouvoirs qui s'en sont suivis, c'est un cumul. Donc, à un moment donné, pour apporter un réel changement, prenons le courage de tuer ce Congo-là nous-mêmes au lieu d'attendre qu'il y ait une balkanisation. Parce que les autres nous regardent, nous ne sommes pas seuls. Tout le monde est en train de vous jeter là parce que vous avez des richesses et les gens veulent s'en accaparer, veulent s'en approprier. Alors prenons le courage nous-mêmes de tuer cette RDC, de l'enterrer dignement et de donner naissance maintenant à une nouvelle république, une république qui aura été réfléchie, une république qui aura eu un temps de préparation. Et donc, on aura renouvelé d'abord l'homme, parce que c'est ça qui est important. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut le renouvellement de l'homme, et ensuite, cela ira de soi pour avoir un nouvel État, parce que ce sera des hommes renouvelés, des hommes nés de nouveau qui ont changé de mentalité, qui pourront gérer cette République-là. Merci. Et alors, il y a une autre question ou un commentaire d'un internaute qui dit que le ballet fait partie de la sociologie de la connaissance. Je pense qu'il est d'accord avec vous. Donc, les acteurs politiques congolais ne sont pas préparés pour les tâches de l'État. C'est un autre commentaire. Alors, je vais continuer. En fait, vraiment,
à vous remercier, vraiment, Madame Marie-Josée. J'imagine, enfin, je ne me mets pas à votre place, mais j'imagine que la vie politique, déjà pour un homme, c'est extrêmement contraignant, alors ce que ça doit être pour une femme. Mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce qui vous motive. En fait, quelle est la motivation supérieure qui est la vôtre pour que vous soyez une femme aussi dévouée pour la cause des Congolais? Et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je pense que chacun a des choses qui le préoccupent et il y a des choses qui les dérangent. Et moi je pense qu'on a la capacité, chacun, de pouvoir apporter un changement autour de nous dans ce qui nous dérange. Et moi, ce qui me dérange personnellement, c'est de voir une telle population aussi riche et vivre dans une telle misère. C'est quelque chose qui me dérange hautement. Je pourrais fermer les yeux. Donc, si je dois rester au Congo et ne pas mener ce combat-là, je préfère aller vivre ailleurs. Parce que c'est inacceptable quand je voyage, que j'arrive déjà à l'aéroport et que je vois, comment on appelle cette histoire-là pour prendre les bagages? Le tapis roulant. Le tapis roulant. Non, pas le tapis roulant. Là, on met nos valises. Comment on appelle ça? Le chariot. Le chariot? Oui, le trolley. Le chariot pour les bagages. Pour prendre les bagages. Allô? Le chariot. Allô? Oui, le chariot pour prendre le bagage. Donc, quand tu arrives là, tu te disputes le chariot avec des gens qui n'ont pas voyagé. Tu dois négocier avec eux. Oui, ils s'imposent tout simplement. Tu n'as pas le choix de faire avec. Alors, chaque fois que j'arrive, je ne comprends pas ça. Je dis, mais j'ai la capacité de prendre mes bagages moi-même, puisque partout où j'ai été, je n'avais pas quelqu'un pour me les prendre. Mais dès que tu arrives déjà au Congo, ce stress commence, où les gens, ils ont tous les chariots, sauf vous qui venez de voyager. Et alors, j'en parle souvent, je dis, mais c'est inadmissible tout ça. Donc, bref, et quand on rentre, on quitte l'aéroport, toute cette saleté qu'on voit, je pense qu'on peut on peut travailler, je pense qu'on peut changer les choses aussi. Mais bon, malheureusement, ça se fait vraiment un peu trop lentement à mon goût. C'est comme ça que nous disons, ben, allons-y. Je ne me considère ni de la droite ni de la gauche dans ce combat que je mène. Le combat que je mène, je voudrais que le pouvoir m'écoute, m'entende plutôt. Je voudrais que l'opposition m'entende et qu'ils comprennent que je n'ai pas un combat contre des individus, j'ai un combat contre un système qui ne vient même pas d'eux. Mais mettons-nous ensemble d'abord à travers cette cohésion nationale. D'ailleurs, le ballet aussi, c'est la cohésion nationale parce que c'est l'unité dans la diversité. Toutes ces tiges, pour nous, ça représente tous les Congolais. Et donc, mis ensemble, nous devenons plus forts et nous pouvons alors balayer toutes ces crasses-là ensemble. Vous voyez? Alors, voilà, donc c'est chacun comme ça, vous le sentez comme un poids et vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose. C'est ainsi que nous menons ce combat-là, qui n'est pas fait de manière brutale, mais tout simplement essayer de réveiller les consciences pour faire comprendre aux Congolais, nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que les politiciens, c'est vrai que ce sont les leaders et l'élite, mais tout le monde est responsable. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole au Père Jean-Pierre. Peut-être qu'il a une dernière question. Je ne sais pas, bon, une dernière question tout de même. Alors, Madame Marie-Josée Ifoku, Madame, on peut vous appeler Madame Combo, puisque c'est un peu la combolisation. Alors, vous avez été candidate aux élections présidentielles de 2018, candidat présidentiel en 2023, c'est ça, hein? Et alors, je me suis dit d'abord, du point de vue financier quand même, ça fait chaque fois 100 000 $, donc il faut en avoir. Bon, ça c'est entre parenthèses, ce n'est pas une question, c'est pour dire que vous en avez quand même suffisamment. Et ma question maintenant, puisque vous avez une vision, vous avez un idéal, est-ce qu'on peut dire que déjà pour 2028, donc on suppose, est-ce que Madame Marie-Josée, il faut que ça soit encore candidate, tout en sachant que c'est toujours un peu difficile de percer comme ça, d'abord pour gagner des élections, s'il n'y a pas une grande coalition autour de soi. Voilà. Si on met un peu le désaspect, l'argent, hein, c'est quand même un coût, les 100 000, et plus encore l'argent de la campagne électorale, ainsi de suite. Voilà. La question simple, disons, vous serez candidat en 2028 s'il y a des élections? Je voudrais d'abord répondre
à la première préoccupation et vous dire qu'il y a des Congolais qui nous suivent, il y a des Congolais qui comprennent le souci que nous avons de rechercher le bien-être du peuple congolais et ils nous accompagnent. Vous serez surpris de voir qu'il y a des gens qui nous donnent des $10 000, 20 000, 5 000 et qui contribuent à ce combat-là, sachant très bien que les 2 premières fois, on n'avait aucune chance, ils le savent aussi, mais ils m'encouragent, sortez, parlez, que les gens vous entendent. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, parce que pour finir, c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour aller aux élections. C'est plusieurs millions de dollars pour battre les campagnes et les gagner. Mais moi, je ne pense pas que ce sont les élections qui pourraient nous emmener, au pouvoir nécessairement. Parce que la première préoccupation, ce n'est pas nécessairement que Marie-Josée soit présidente de ce pays. La première préoccupation, c'est que l'élite, c'est que les leaders comprennent de quoi je parle. Parce que si c'est moi qui arrivais, ça serait plus facile. Mais vous voyez bien que pour devenir président dans ce pays, c'est un luxe. Donc le premier combat pour moi, ce n'est pas rechercher à le devenir, même à travers ce combat d'élection. Vous voyez bien que c'est très, très compliqué. Mais c'est plutôt d'abord conscientiser, pousser à l'éveil, pousser à la réflexion le peuple congolais qui comprenne que si vous ne voulez pas vous réveiller, si vous ne voulez pas changer les choses, si vous ne voulez pas réfléchir, il ne se passera rien. Donc, Madame Marie-Josée, j'ai compris votre question, disons, votre réponse. Un autre aspect un peu, c'est du point de vue médiatique. Et pendant les élections, en fait, pendant la campagne, on voit facilement Madame Ifoku. Et après les élections, vous disparaissez sur la scène, disons, des médias. Et c'est pour dire que, voilà, quand il y a les élections, on voit Madame Ifoku. Et quand il n'y a plus, disons, la période passée, vous êtes dans les affaires, puisqu'il y a ces vides-là, il faut vous chercher, il faut vous découvrir, alors que le politicien est toujours omniprésent dans les médias, dans les manifestations, ainsi de suite. Il y a ces vides-là. Bon, moi, je suis du monde de communication aussi. Est-ce que vous trouvez vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu à mettre toujours en avant votre image pour déjà, puisque c'est ça aussi, ce sont les préparatifs lointains des élections, d'être présent un peu dans les acteurs politiques, dans les médias? Je comprends très bien votre préoccupation et elle est fondée. Et nous passons dans les médias. C'est vrai que les médias chez nous au Congo, c'est un luxe aussi, parce que là, dernièrement encore, on vient de m'appeler pour un média, il faut payer $2500 pour passer dans un média. C'est des choses que je comprends pas. Tandis que chez nous, c'est gratuit. Chez nous, c'est gratuit. Non, le dialogue avec est gratuit. Chez nous, c'est gratuit. Rien payé. Voilà. Donc, j'encourage les gens à passer, à vous suivre parce que c'est un moyen de communication qui permet aux politiciens de s'exprimer. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la politique, ça demande aussi beaucoup de moyens, quoi. Donc, je viens de vous donner un exemple d'un média qui nous demande 2500, ou 3500, mais c'est eux c'est eux qui nous invitent. Je dis, mais je ne vois pas pourquoi on va les payer un tel montant. Voilà. Donc, la question, la préoccupation, elle est pertinente. C'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas évident d'être pionnier, ce n'est pas évident de vouloir mener un combat pour détruire tout un système. Ce n'est pas facile. Donc, même au niveau des médias, des fois, ils ont du mal à suivre aussi notre message. Mais n'empêche qu'il y a quelques médias qui acceptent quand même de nous accompagner. Et nous sommes promis encore cette fois-ci de faire un effort, d'être présents dans tous ces médias-là, de manière à ce que les Congolais puissent nous entendre. Aujourd'hui, nous voulons vraiment mettre en avant ce message de la Renaissance parce que nous pensons que c'est un message qui va vraiment aider le Congo à décoller. Puisque si nous prenons ce temps, transitoire qui va nous permettre de nous préparer pour aller à quelque chose de neuf, je pense que ça donnera une chance au Congo d'y aller sans trop de grabuge, sans trop de combats, quoi. Donc, bref, c'est pour dire que oui, nous travaillons là-dessus, nous revenons dans les médias. Nous y sommes, mais peut-être pas assez. Nous allons faire l'effort d'être un peu plus présents, quoi. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, madame Marie-Josée. Il y a un monsieur, je m'excuse, il y a un monsieur qui disait tout à l'heure, j'ai lu en passant, qui disait que madame, il ne faut pas toujours s'en prendre au colon, parce que je ne sais plus ce qu'il a dit en bas. Mais moi, je tenais à lui dire qu'en aucun moment, moi, je m'en suis prise au colon.
À aucun moment. J'ai dit tout simplement que nous devons cesser d'être des victimes. C'est comme ça que je dis que nous devons travailler pour aller à quelque chose de neuf. Donc, je ne m'en prends pas aux colons, je m'en prends à personne, même pas aux politiciens congolais. Parce que je vous ai dit que le temps de réfléchir, j'ai compris un peu dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons tout simplement copié ce qui existait et nous avons glissé là-dedans. Et aujourd'hui, nous sommes prisonniers de ce système-là. Donc, nous sommes responsables. Donc, pour faire ce travail de changement, je n'ai pas critiqué les autres parce que je trouve que l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, il aura toujours tendance à vouloir faire de l'autre une proie. Et donc, c'est à nous de sortir de cette victimisation-là et de comprendre que nous devons mener un combat ensemble pour nous libérer et aller à une véritable république. Merci beaucoup. Madame Ifoku, d'habitude, je demande à nos invités de parler d'une citation pour à peu près conclure l'émission. Mais moi, je préfère, puisque vous êtes une personnalité politique, je vais vous demander de dire un mot pour la jeunesse congolaise qui constitue la relève de toute la nation. Quel serait votre mot pour la jeunesse congolaise? Je voudrais convier la jeunesse congolaise à être un peu plus présent et agressive dans tout. Quand je dis agressive, je parle en termes de réflexion. C'est quoi le passage biblique qui dit que le royaume de cieux, oui, ce sont les violents qui s'en emparent. Hein. C'est un peu dans cet état d'esprit-là, pour leur dire qu'ils doivent participer, ils doivent contribuer, ils doivent réfléchir. Ils ne peuvent pas continuer à regarder la scène politique comme un match de boxe ou bien un terrain de football où il y a des joueurs qui sont en train de jouer. Il s'agit de leur vie. 65% de notre population, c'est la jeunesse. Oui. Et nous devons et c'est une richesse, au fait, cette jeunesse-là. C'est une force d'avoir cette jeunesse-là. Parce que quand on regarde aujourd'hui en Occident, ben, la population vieillit et aujourd'hui, ça leur pose un problème parce que qui va payer la retraite de toute cette vieillesse-là? Or, nous avons des gens forts, des jeunes qui ont beaucoup de potentiel et qui peuvent vraiment transformer cette nation. Donc, je m'adresse à elle, à toi, cette jeunesse-là, de comprendre qu'il ne faut pas baisser les bras. La vie est un réel combat, peu importe, même avec Dieu. Même avec Dieu qui est amour, il nous explique que la vie est un combat. Mais il faut mener ce combat-là. Il faut oser quitter la zone de confort. Parce que nous, la jeunesse vit dans la routine. C'est à elle de prendre ce courage-là, de sortir de cette routine-là, d'oser faire quelque chose de différent. Nous avons osé dans un milieu qui n'était pas le nôtre. Moi, je n'ai pas vécu dans ce milieu-là. Mais nous avons osé parce que on a un rêve, on a un idéal et on voudrait le mettre en action. Donc bref, je veux tout simplement encourager cette jeunesse-là à comprendre qu'il faut commencer quelque part. Il faut oser quitter cette zone-là de confort, apprendre à faire autre chose. Aujourd'hui, on a Google, on a Internet, mais je vois la jeunesse est toujours dans des Facebook, dans des choses qui ne leur apprennent pas grand-chose. Alors que aujourd'hui, avec Internet, ils peuvent s'informer, ils peuvent se former. Et moi, j'encourage la jeunesse à le faire, à oser, commencer leurs rêves. Il faut commencer quelque part. Et je suis convaincu qu'ils vont arriver parce que c'est eux qui vont apporter le réel changement dans notre pays et puis en Afrique, quoi. Merci. Merci. Est-ce que vous les invitez à se rapprocher de votre idéologie et comment vous le faites? Ben, on a beaucoup, je vous ai dit, 65% de la population, elle est jeune. Donc, la plupart des gens que nous avons autour de nous, c'est la jeunesse congolaise. Et on travaille avec elle. C'est vrai que souvent, elle est déçue. Souvent, elle baisse un peu les bras de fois facilement. Et c'est ça qu'on essaie de leur dire. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Si nous nous sommes levés, c'est pour vous. C'est parce qu'on veut que vous ayez une vie meilleure et à vous de faire la même chose pour votre progéniture aussi. Donc, on est avec la jeunesse. Et donc, on va continuer à les encourager, à leur faire comprendre que c'est un combat noble que nous sommes en train de mener et continuons à le faire ensemble et je suis convaincu qu'on arrivera quelque part. Très bien, merci. Je vais donner la parole à Yves. Peut-être il a une dernière question avant que nous clôturions. Moi, la dernière question, elle est d'ordre social, tout simplement. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Maintenant, je pose la question, est-ce que derrière une grande femme, il y a un grand homme ou bien c'est à côté d'une grande femme qu'il y a un grand homme? Non, mais définitivement, c'est comme on le dit pour la femme, parce qu'en général, c'était les hommes qui étaient au pouvoir, c'était les hommes qui sont plus dans la politique. Définitivement, pour une femme qui est mariée et qui se lance en politique, si elle n'a pas un grand homme derrière, c'est quasiment pas possible. Donc, j'ai l'appui de cet homme-là qui me forme, qui m'accompagne, qui me donne des conseils.
Deux fois, ça peut être plaisant, deux fois, ça ne l'est pas, mais ça reste de conseils. Donc, il m'accompagne dans ce combat qui n'est pas facile parce qu'il comprend très bien que je suis une femme et que c'est un monde de mâles, c'est un monde d'hommes et ce n'est pas évident de s'imposer. Mais oui, derrière une grande femme, définitivement, il y a un grand homme. Ok, le rôle des enfants dans tout ça? Mais les enfants sont déjà grands, hein. Tous les enfants sont grands, ils nous accompagnent aussi, ils nous encouragent, ils savent que ce n'est pas facile. Mais comme c'est fait pour l'intérêt de tous, ils le savent vraiment que c'est une passion pour l'homme, c'est une passion pour le Congolais, parce qu'on veut voir le Congolais vivre une autre vie. Alors eux aussi nous accompagnent à leur façon, mais chacun est indépendant. On a juste notre jeune garçon qui est à la maison d'ailleurs, qui nous accompagne. Et donc on n'a plus une telle responsabilité, une si lourde responsabilité. Tous nos enfants, chacun habite chez lui, chacun travaille d'ailleurs. Comme nous avons toujours travaillé. Et on a juste un petit garçon avec nous à la maison et ça nous fait du bien d'ailleurs. Ça nous rappelle qu'on est parents et puis qu'on est des cocos aussi, quoi. Félicitations. Merci. Alors, il y a un internaute qui dit, je vais lire rapidement, est-ce que votre parti politique a un site pour permettre à ceux et celles de la diaspora de vous suivre? Oui, ANC, Alliance des élites pour un nouveau Congo. Il n'a qu'à déjà attraper ça, écrire ça dans le site internet, il va retrouver le site du parti. AENC, Alliance des élites pour un nouveau Congo. Merci. Le Père Jean-Pierre, vous avez une question ou un commentaire? Donc, moi, ça va. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'avoir Madame Marie-Josée Ifoku. Moi, j'ai dit même qu'on peut l'appeler Madame Combo. Elle-même, je crois qu'elle aime qu'on l'appelle aussi Marie-Jo, pour peut-être ses amis. Ouais. Donc, c'est un grand plaisir en tout cas de la recevoir. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Madame Marie-Jo, quand vous avez besoin de parler, venez chez nous. Nous, on ne facture pas, nous, on ne demande rien. Donc, on a besoin de nouvelles idées comme les vôtres. Donc, c'est tout ce que je peux dire en Zavala. Merci sincèrement, merci d'être là, merci de nous accompagner dans ce noble combat. Et donc, bien sûr, on reviendra pour d'autres sujets. Merci, On merci. Comment? Oui, on n'a pas été trop dur. Non, ça a été. Un bel exercice, ça a été. J'attends toujours les noms que vous avez promis à la question de Patricia. Je vais donner l'exemple d'une dame qui était ministre de genre et famille, que j'admire beaucoup. Elle n'est pas très connue, Madame Béatrice Loméa, je crois qu'elle s'appelle Loméa. C'est une dame qui m'avait agréablement surpris lorsqu'on avait créé Ekoki Natosha. Elle est venue d'ailleurs, elle était la dernière ministre de genre et famille du pouvoir d'avant. Et voilà, elle a accepté de venir nous rejoindre. Elle a fait un discours courageux, extraordinaire. Et c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur parce que je dis toujours, vous êtes tellement méconnu du grand public. Le travail que vous avez fait, j'ai un livre qu'elle avait écrit justement sur la protection de la femme, enfin du genre. Et voilà, c'est quelqu'un qui est méconnu, mais c'est une femme extraordinaire. J'ai eu à discuter avec elle, à parler avec elle. D'ailleurs, vous devrez l'inviter aussi. Et elle a beaucoup d'idées. Et voilà, j'ai donné cet exemple-là parce que c'est ce qui m'est monté spontanément. Mais comme je vous ai dit, bon, il y en a beaucoup au Congo. Vous pouvez la mettre en contact avec Patricia. Je crois que ok, d'accord. Je le ferai avec plaisir. C'est une grande dame. Vous le verrez vous-même aussi, quoi. Merci. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas cité les autres qui ne le sont pas. Je l'ai dit tout à l'heure que si moi je suis arrivé là, c'est qu'il y a eu des grandes dames et bien sûr des grands messieurs aussi qui mènent ce combat pour le changement du Congo, quoi. Absolument. Mais je vais pas faire des jaloux, quoi. Absolument. Merci. Je note pour notre prochaine invité. J'attendrai votre message. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je vais vous donner en fait la possibilité de dire un dernier mot avant que nous puissions clôturer. Un dernier mot, je dirais tout simplement que je continue à sensibiliser, à conscientiser le peuple congolais que le changement ne peut venir que de nous-mêmes. Nous devons sortir de la victimisation, nous ne sommes pas des proies, c'est à nous de changer la façon de voir les choses. Et donc en prenant conscience de ces choses-là, en prenant conscience que nous pouvons être congolais, justement faire un travail sur soi, autour de soi, et regarder les autres pas comme un ennemi, parce que la politique congolaise, pour finir, c'est devenu des injures, des ennemis. Je pense qu'on doit se dépasser parce que c'est un combat d'idées. Et le quatrième point d'ailleurs chez nous qui dit l'unité dans la diversité, pour nous le balai, ce combo-là,
chaque tige représente un Congolais. Parce qu'il y a des tiges qui sont grosses, il y en a qui sont fines, il y en a qui sont courtes. Et pour moi, toutes ces tiges-là représentent toute cette diversité que nous avons, les ethnies, les tribus, les femmes, les hommes, la jeunesse. C'est ça, ce ballet-là. Une fois mis ensemble, nous devenons une force face à nos ennemis, nous devenons une force face à ceux-là qui veulent notre destruction. Et c'est ainsi que j'invite le Congolais à prendre le temps de réfléchir sur cette vision-là qui est de la combolisation, qui est une vision purement congolaise, purement africaine, qui peut apporter un réel changement. Donc voilà, j'invite le Congolais à le comprendre. Une fois que ce travail-là est fait sur l'individu, on peut aller justement apporter un changement à notre État. Et je suis convaincu que ce sera une réussite. Merci sincèrement de m'avoir donné cette chance de pouvoir m'exprimer sur vos ondes. Merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, on va dire au revoir à nos correspondants. Au revoir Yves et bonne soirée à toi. Merci infiniment, Madame Marie-Josée Ifoko. Votre entretien avec nous ce soir a été vraiment quelque chose de très bénéfique et j'espère que nous avons eu beaucoup d'auditeurs qui vous ont suivis, mais ils auront la possibilité de resuivre l'émission sur YouTube et sur les autres plateformes comme Twitter et Facebook. On enverra un lien sur les réseaux sociaux que vous pourrez partager aussi autour de vous. Merci beaucoup et j'espère que nous vous aurons avec nous plus tard. Merci. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Je vous remercie pour votre temps et vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission demain après-midi sur Twitter, sur Facebook et sur les autres plateformes comme Instagram. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.